Tous. En effet, le Conseil mondial de l'eau a son siège à Marseille et donc je suis donc marseillais et donc il me fait tout particulièrement plaisir d'être ici cet après-midi avec vous pour vous expliquer un petit peu plus à quoi le Conseil mondial de l'eau sert et qu'est-ce que le Forum mondial de l'eau et plus généralement quelques idées aussi sur les grands enjeux de l'eau aujourd'hui. Donc l'eau, je crois que ça va être le sujet de cet après-midi. Donc c'est à l'évidence pour chacun d'entre nous, donc une matière essentielle. L'eau, c'est la vie, dit-on régulièrement. L'eau, c'est aussi un élément donc essentiel de notre quotidien. L'eau fait partie de nos cellules. On est constitué à 70 à 80% d'eau. Mais l'eau est présente dans notre alimentation. Elle structure nos territoires, elle structure aussi nos sociétés. Elle joue également un rôle essentiel dans nos économies. Alors, l'eau étant un petit peu partout, elle a donné naissance à de nombreuses institutions, de nombreux organismes. Elle est également présente dans nos institutions à de nombreux niveaux, du local au national et au niveau mondial, bien sûr. En France, si on regarde le nombre de ministères qui ont des services spécifiques pour traiter des questions de l'eau, eh bien, je crois qu'il y en a sans doute plus d'une dizaine. Qu'on parle d'agriculture, d'industrie, de santé, d'écologie, bien sûr. On est obligé de travailler, de traiter de questions d'eau. Alors cette multiplicité d'organisations dans le domaine de l'eau, paradoxalement, nuit à une gestion intégrée, comme on le dit, de cette ressource précieuse. Et depuis le sommet de Rio en 1992, toutes les organisations de l'eau, les grandes organisations comme l'UNESCO ou les institutions professionnelles internationales se sont préoccupées de mettre l'eau dans l'agenda des politiques mondiales et se sont très vite rendus compte que la multiplicité de ces organisations ne facilitait pas une cohérence et une approche, disons, suffisamment visible de l'eau sur la scène internationale. Alors c'est cette idée-là, à la suite de Rio en particulier, où l'eau n'avait pas figuré parmi les priorités, qui a donné naissance progressivement au Conseil mondial de l'eau, qui est né en fait en 1996, donc 4 ans après le sommet de la Terre. Et le Conseil a été basé à Marseille. C'est pas que il y avait d'autres, c'était la seule ville candidate. Non, il y avait plusieurs villes candidates. Mais l'attrait de Marseille, l'attrait de l'histoire de l'eau sans doute à Marseille, des organisations existantes travaillant déjà sur l'eau à Marseille, a fait que c'est cette ville qui a été choisie pour abriter le siège du Conseil mondial de l'eau. Alors qu'est-ce que le Conseil mondial de l'eau ? Eh bien c'est d'abord une petite organisation, c'est peut-être pour ça qu'on ne la connaît pas assez, c'est-à-dire que le Conseil c'est un siège avec une vingtaine de personnes qui essayent de rassembler l'ensemble des acteurs et des secteurs de l'eau, donc à la fois des acteurs de type société civile ou également chercheurs ou des entreprises de l'eau, des gouvernements locaux et des institutions internationales. Tous ces acteurs-là sont présents au Conseil mondial de l'eau. Et puis l'ensemble des secteurs, l'eau pour l'industrie, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour la santé, donc l'ensemble des secteurs aussi sont représentés au sein du Conseil qui est en fait un statut d'association et qui abrite aujourd'hui environ 300 institutions de plus de 60 pays. Donc une petite organisation par son siège, mais une grande organisation lorsqu'on regarde l'ensemble des institutions qui en font partie. Alors les missions du Conseil mondial de l'eau, eh bien, elles sont de deux types.
Premièrement, de faire de l'eau l'affaire de tous, essayer de stimuler, de faire connaître les problèmes de l'eau, de faire que chacun se préoccupe et soit conscient des problèmes de l'eau aujourd'hui. Et puis la deuxième mission, faire de l'eau une priorité des politiques, mettre l'eau à l'agenda des politiques au niveau mondial. Pour ce faire, le Conseil mondial de l'eau a reçu comme tâche, dès sa création en 1996, de créer un forum mondial de l'eau, une sorte de rencontre mondiale de l'ensemble justement des acteurs et des secteurs de l'eau, où tous pourraient échanger, établir des nouveaux partenariats, créer de nouveaux projets, associant différents types d'acteurs. C'est ça qui est sans doute l'essence du Conseil mondial de l'eau par rapport à toutes les autres institutions. On essaye en particulier de bien articuler ceux qui décident sur l'eau, les décideurs politiques, financiers, ceux qui gèrent l'eau ou qui sont les experts de l'eau, donc qui ont la connaissance et qui l'appliquent à essayer de mieux la gérer. Et puis enfin, les utilisateurs et les bénéficiaires aussi de l'eau, c'est-à-dire tout un chacun. Et en particulier les associations de la société civile qui nous représentent. Donc ces trois grands types d'acteurs se rencontrent lors des forums au cours de gigantesques grands-messes où on traite de centaines de sujets différents. Pour ne citer que quelques exemples, donc on a aujourd'hui, on est en train de préparer le 4e Forum mondial de l'eau donc à Mexico. Il y en a eu 3 précédemment. Le premier à Marrakech avait rassemblé quelques centaines de personnes. Le deuxième à La Haye en 2000 a rassemblé plus de 6000 personnes aux Pays-Bas. Et le 3e a eu lieu au Japon et a rassemblé plus de 20 000 personnes. Et nous attendons un peu moins de monde. On a trouvé que 20 000 c'était vraiment beaucoup, à peu près 10 000 personnes donc pour le Forum de Mexico, pour traiter un certain nombre de grands sujets dont je vais vous parler très rapidement. Sachez simplement que voilà, à Kyoto par exemple, on avait 300 sessions, il y en aura un peu moins, 180 sans doute, au Mexique. Alors ce thème, le forum de Mexico aura comme thème l'action locale pour des enjeux globaux. L'idée essentielle de ce forum est que l'eau doit être gérée localement et qu'il importe que l'on sache mieux et qu'on renforce davantage toutes les actions qui sont menées au niveau local par des ONG, par des municipalités, par tous ceux qui travaillent à la base sur le terrain. Et l'idée est que chacune des sessions qui aura lieu à Mexico soit introduite par des acteurs locaux de la base qui viendront présenter ce qu'ils font. On en a rassemblé déjà 1500 qui seront pas toutes présentées, mais en tout cas toutes présentes par leurs acteurs et dont une grande partie sera présentée et discutée en prélude donc aux différentes sessions qui seront organisées là-bas. Alors on a également défini un certain nombre de thèmes, je ne vais pas tous les énumérer ici, mais je voudrais simplement rapidement en balayer 5 qui me paraissent sans doute essentiels. Le premier d'entre eux est celui de la gestion de la ressource en eau, donc de combien d'eau est-ce qu'on dispose et est-ce qu'on en aura encore assez pour nos usages et également pour maintenir des écosystèmes dans un état correct dans les décennies à venir. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui donc on utilise à peu près déjà un tiers, peut-être un quart de la ressource en eau disponible mondialement, mais le gros problème n'est pas tant là que dans l'inégalité extrême de la ressource, puisqu'il y a des gens qui ont quelques litres ou quelques dizaines de litres d'eau par jour, il y en a d'autres qui en ont des milliers et des milliers, comme les Brésiliens ou les Canadiens. Donc il y a une très forte hétérogénéité, il y a des pays très secs, on le sait bien. Et dès aujourd'hui, environ 30% de la population de notre planète vit dans des zones où les pénuries d'eau sont monnaie courante. Avec l'augmentation de la population, vous savez qu'on a 6 milliards d'habitants aujourd'hui, en 2050 on sera 9 milliards. Eh bien, si on continue comme ça, sans attendre 2050, mais dès 2025, ce sera à peu près la moitié de la population de notre planète qui vivra dans des zones avec des pénuries d'eau très sérieuses. Donc, si on ne gère pas mieux l'eau, le problème n'est pas tant souvent la quantité disponible que la manière de gérer l'eau qui fait
qu'on en gaspille beaucoup et qu'on a donc des pénuries importantes. Alors l'une des questions clés par rapport à cette question de la ressource est celle de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui mobilise 70% des ressources qui sont utilisées par l'homme et notre alimentation y est pour quelque chose. Pour produire 1 kilo de blé, il faut à peu près 1000 litres d'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque jour, pour notre alimentation, il nous faut en Europe environ plus de 5000 litres d'eau par jour pour produire notre alimentation. Et ça, sans doute, on aurait beaucoup de mal à diminuer significativement, sauf si on changeait radicalement notre alimentation, parce que bien sûr, pour produire du blé, il faut beaucoup d'eau, mais pour produire de la viande, en faisant donc de l'élevage, il faut beaucoup plus d'eau encore, puisqu'il faut nourrir des animaux eux-mêmes avec des végétaux et avec des céréales ou d'autres aliments. Donc, ceci explique qu'en un jour, on consomme indirectement environ 5000 litres d'eau. Ce n'est pas le cas de toute la planète. En Asie, aujourd'hui, on ne consomme environ que 2000 litres d'eau par jour par l'alimentation. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les quelques litres qu'il nous faut pour notre boisson. Si toute l'Asie, aujourd'hui, consommait de la viande comme nous en consommons en Europe, eh bien, il faudrait déjà 75% d'eau de plus sur Terre pour arriver à produire toute l'alimentation. Donc l'Asie, d'une certaine manière, détient, et notamment la Chine, qui s'urbanise très vite et où les comportements alimentaires changent assez rapidement, détient sans doute une des clés des ressources en eau de la planète. Deuxième grand sujet, l'eau et l'assainissement pour tous. Aujourd'hui encore, plus d'1 milliard, 1,1 milliard selon les Nations Unies d'habitants de notre planète, et plus de 2 milliards, 2,3 milliards à peu près, n'ont ni eau potable, 1 milliard, donc, ni assainissement de base. Donc ça signifie que très souvent ils n'ont même pas de toilettes. Ceci n'est pas sans poser d'énormes problèmes, notamment de santé. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 enfants qui meurent chaque jour de maladies liées à l'eau, et on dit, je ne l'ai pas vérifié, que pratiquement la moitié des lits d'hôpitaux du monde sont occupés par des gens qui, de près ou de loin, ont contracté des maladies liées à l'eau. Donc il y a là un véritable problème mondial, un véritable scandale qui doit être pris à bras-le-corps, et vous avez peut-être entendu, ou sans doute entendu parler des objectifs du millénaire. En l'an 2000, lors du sommet du millénaire des Nations Unies, l'ensemble des chefs d'État se sont engagés à un certain nombre d'objectifs, dont l'un d'entre eux est de réduire de moitié l'ensemble des hommes et des femmes qui n'ont accès ni à l'eau potable ni à l'assainissement. Donc c'est bien sûr un engagement qui paraît modeste, réduire de moitié, mais qui en même temps constitue un enjeu non négligeable, notamment pour l'assainissement et pour l'Afrique en particulier, où on est très loin d'avoir les niveaux de couverture qu'on a dans les autres continents, et où l'effort à réaliser est très très important. Donc là aussi, les débats à Mexico auront trait au progrès vers ces objectifs du millénaire. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on va réussir à les atteindre, et dans quel pays? Alors d'ores et déjà, on sait que l'Afrique est en retard, que l'assainissement est en retard, que le milieu rural est en retard de nombreux pays, et donc que les efforts doivent être, en gros, c'est ce qu'on dit, à peu près doublés, et donc il va falloir retrousser les manches si on veut arriver d'ici 2015, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est d'ici 2015 que ces objectifs devraient être atteints. Troisième grand sujet, celui des risques naturels et du changement climatique. Je crois que l'année 2005 pour beaucoup a été marquée par de nombreuses catastrophes, et les questions bien sûr qui sont en arrière-plan de ces catastrophes ont trait
aux origines. Le changement climatique est-il pour quelque chose? Et puis aussi comment faire pour mieux se préparer, parce que même si on met en œuvre le protocole de Kyoto, on sera loin d'avoir prévenu l'ensemble des évolutions que les climatologues nous prédisent. Et quel type donc de mesures de protection et de prévention mettre en place pour arriver à diminuer l'impact, en tout cas, de ces catastrophes naturelles. Quatrième sujet, un sujet un peu plus politique, celui du financement de l'eau en général. L'ensemble des acteurs de l'eau, on considère qu'il faudrait doubler aujourd'hui les financements de l'eau, que ce soit des infrastructures ou des services d'eau potable et d'assainissement. Or, ni l'aide publique au développement, ni la mobilisation des politiques ne semblent à la hauteur aujourd'hui des enjeux. Et donc, le Conseil mondial de l'eau en particulier a pris un certain nombre d'initiatives pour mobiliser les financeurs internationaux sur les questions de l'eau. Une des questions qui sera également débattue sera celui du rôle de l'eau dans la croissance et le développement. Comment démontrer que des investissements liés à l'eau sont porteurs de croissance et de développement, à quelle échelle de temps, et comment quantifier cette contribution de l'eau à la croissance et au développement. Il faut savoir que très souvent les investissements pour l'eau sont des investissements sur le long terme, pour le développement durable, ça veut dire quelque chose, et donc pour des politiques qui souvent ont l'œil rivé sur les prochaines élections, mettre en place des programmes pour l'eau, eh bien, ça passe souvent au second plan par rapport à d'autres infrastructures ou à d'autres types de dépenses qui n'ont pas forcément, qui ont un intérêt plus immédiat, notamment d'un point de vue politique. Et donc, il s'agit bien de démontrer que investir dans l'eau, ce n'est pas inutile et que ça apporte également quelque chose à la croissance et au développement. Enfin, dernière question dont vous avez peut-être entendu parler également, qui est également très politique, peut-être la plus politique de toutes, celle du droit à l'eau. En gros, pour faire simple, comment garantir une couverture en eau universelle pour tout au moins les besoins essentiels de l'ensemble des êtres humains? Faut-il faire payer toute l'eau, ou faut-il accepter par exemple qu'une petite quantité d'eau, celle nécessaire à nos besoins, aux besoins essentiels, soit fournie gratuitement et obligatoirement, qu'on ne puisse pas couper l'eau à ceux qui ne peuvent pas payer leur facture d'eau? Voilà le type de questions qui agitent, qui préoccupent beaucoup l'ensemble des acteurs de l'eau et sur lequel on voudrait essayer de faire quelques progrès, sachant que là aussi les débats sont très vite politisés parce que pour les gouvernements, la question du droit à l'eau est toujours polluée par les questions de gestion et de partage des ressources. Par exemple, le Canada refuse très souvent de parler du droit à l'eau parce qu'il considère que s'il accepte de rentrer dans ce jeu-là, eh bien peut-être les États-Unis vont se prévaloir du droit à l'eau pour demander au Canada de leur transférer un certain nombre de ressources. Et donc ça suscite toujours beaucoup de débats très, très difficiles. Et ce n'est pas pour autant que nous souhaitons éviter de traiter de cette question-là. On souhaite bien la mettre sur le tapis à Mexico, ainsi donc sans doute de nombreuses autres qui seront débattues dans toutes les sessions donc, qui seront traitées au Mexique. Voilà, donc un survol très rapide des enjeux et du rôle du Conseil mondial de l'eau. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Conseil mondial de l'eau, n'hésitez pas à me demander. Et puis, bienvenue à tous ceux qui s'intéressent au Forum mondial de l'eau qui aura lieu donc, du 16 au 22 mars à Mexico. Donc, dans une ville de plus de 20 millions d'habitants, une ville où les problèmes d'eau sont particulièrement aigus déjà aujourd'hui. Voilà, chers amis, bonjour. Alors, nous, aujourd'hui, on va faire un petit tour. À quoi simplexe, à quoi complexe? Voilà un titre qui pourrait nous laisser perplexes, mais ces jolis titres ne sont que des prétextes pour parler des eaux douces et de l'eau de mer. Alors, si vous le voulez bien,
petite promenade digestive au bord de l'eau, autour du monde avec nos invités. Alors tout d'abord, on va commencer par le plus lointain. Christian Lévesque, qui est directeur de recherche dans le département des ressources vivantes à l'IRD. Voilà, je sais que vous voulez pas qu'on dise tout, mais je trouve ça plus joli. Patrick Baronnet. Alors Patrick Baronnet, c'est le fondateur, inventeur, concepteur, donc bref le papa, on va dire, de la maison autonome, responsable aussi de l'éco-centre de Loire-Atlantique. Pour ceux qui l'ont peut-être vu à la télévision, il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie, où on échange, on prend des gens très différents, on les fait vivre la vie de l'autre pendant un certain temps. Et Patrick nous racontera ça, mais c'est assez extraordinaire de voir à quel point il vit au quotidien l'écologie dans sa maison. C'est assez surprenant. Ensuite, nous verrons avec Hervé Macari, toujours également chercheur à l'IRD, mais en microbiologie. Et là, on va parler un petit peu des stations d'épuration et de comment on peut faire les choses. Mais si vous le voulez bien, petit tableau, petit inventaire de la planète et de ses ressources en eau en quelques minutes. Et après, on verra comment on peut améliorer les choses. Bonjour à toutes et à tous. Alors très vite, on va faire un petit parcours comme ça pour se fixer un peu les idées, en faisant un état des ressources et en disant qu'avec l'évaluation des écosystèmes du millénaire qui vient d'être publiée, on a une estimation des ressources en eau qui serait présente à la surface du globe. C'est de l'ordre de 40 000 km3. Alors vous pensez que la circonférence du globe c'est 40 000 km, vous rajoutez un cube et vous avez à peu près l'estimation. Ça ne représente en réalité qu'une toute petite partie de l'eau qui est présente sur le globe. En réalité, l'eau douce, c'est une ressource extrêmement rare, c'est 0,01% quand on est optimiste de ce qui existe à la surface du globe. Encore faut-il parler, quand on parle d'eau, de ressources quantitatives, mais aussi de qualité de l'eau, et je crois que ça va être l'essentiel de notre intervention. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la qualité, c'est aussi la quantité. Donc voilà, on estime aussi maintenant que 20 à 30% de la ressource utilisable, c'est-à-dire un tiers des 40 000 m3, parce que tout n'est pas accessible de la même manière. Il y a des périodes pendant lesquelles il y a beaucoup d'eau qui ne sert à rien, mais qui va à la mer, qui ne sert à rien, dit-on. Encore que l'eau qui arrive à la mer a une utilité importante, et on pourrait en discuter longuement, peut-être on en discutera tout à l'heure. Et donc 20 à 30%, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand on pense qu'on ne peut pas tout utiliser parce qu'il y a une partie des eaux qui est polluée et que la consommation augmente de 1 à 2% tous les ans. Je crois que ça c'est quelque chose qui commence à nous interpeller. Et effectivement, le Conseil mondial de l'eau a posé un peu ces questions tout à l'heure. Alors, qui consomme quoi ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça traîne partout, mais en gros, 70% mondialement, 70% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et seulement 10% pour les usages domestiques. Alors, avec des variations très grandes, je dirais en France, par exemple, c'est 40% pour l'agriculture, à la louche, et 85% à peu près aux USA pour l'agriculture. Vous voyez qu'il y a des disparités importantes, et dans des pays arides, évidemment, une grande partie est également utilisée pour l'agriculture. Alors, question compliquée autour de l'eau, vraiment des problèmes compliqués, parce que d'abord, c'est une eau qui est mal répartie à la surface du globe. Je ne vais pas vous faire un panorama de tout ça, je veux dire, ça traîne partout. La pluviométrie, bien sûr, qui n'est pas homogène à la surface du globe, mais aussi les conditions d'accès à l'eau qui ne sont pas égalitaires. Et puis, peut-être qu'Hervé Letreux en parlera tout à l'heure, mais des incertitudes qui commencent à planer sérieusement sur les modifications dans la répartition de l'eau induite par les changements climatiques. Parce que, est-ce que les zones arides à l'heure actuelle vont devenir plus arides, ou est-ce que ce sera une bénédiction, au contraire, ce changement climatique, et que la pluie viendra à tomber ? C'est une question qui se pose, et une question qui se pose aussi dans le sud de la France à l'heure actuelle. Allons-nous devenir plus secs, ou au contraire, que vont devenir nos beaux golfs que nous avons mis en place à temps de frais. Quelle jolie formule que le stress hydrique. Et puis, autre inquiétude quand même aussi, parce que comme pour l'énergie, nous puisons dans les réserves. Il y a quand même une partie de notre eau qui est consommée et qui vient des nappes phréatiques. Et les nappes ne se rechargent pas à la même vitesse que les lacs et les rivières. Et rappelez-vous qu'en Libye, par exemple, on consomme de l'eau qui vient des entrailles de la Terre, qui est là depuis des millénaires, qui est une eau fossile et dont on pense qu'elle ne se renouvellera pas, en tout cas, à une échéance proche. Mais la Libye a fait le pari, elle a fait un pari, peut-être sera-t-il vrai, que d'ici à ce que ces réserves soient épuisées, eh bien, on aura mis en place des systèmes de désalinisation de l'eau de mer qui seront relativement économiques et que donc on pourra utiliser cette eau. Oui, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Je dis que c'est un pari, je ne suis pas en train de cautionner ce pari, je fais un état des lieux. Donc voilà, il y a plein de choses qui traînent.
Alors, je disais, on ne peut pas raisonner seulement en quantité, mais il faut raisonner également en qualité, car la qualité de l'eau, c'est effectivement le facteur primordial pour l'homme et pour l'utilisation qu'en fait l'homme, mais aussi les organismes vivants. Je rappelle également que les questions qui se posent à l'heure actuellement, c'est le partage de l'eau entre les hommes et les écosystèmes, parce que c'est quand même aussi une question à l'heure actuelle importante. Je veux dire, l'eau, elle sert aussi au fonctionnement des systèmes terrestres, des systèmes aquatiques et des systèmes marins, même l'eau douce, dit-on. Donc c'est un domaine de qualité. Ce domaine de la qualité, je vais dire, c'est un véritable champ de mine. C'est un véritable champ de mine parce qu'il y a plein d'incertitudes là-dessus. Alors, dire que l'eau, c'est indispensable à la vie, c'est une banalité. Mais dire que l'eau, c'est aussi la mort, c'est peut-être moins une banalité, mais c'est aussi une réalité. Pasteur disait 95% des maladies se boivent. C'est ça. Pasteur disait nous buvons 90% des 90%. maladies. Alors, 90% des maladies, replacer ça dans son contexte de l'époque, Pasteur, c'était au 19e siècle. Bon, on a fait peut-être quelques progrès en France, probablement d'ailleurs, mais c'est une situation qui n'est pas anormale au niveau mondial. Dans les pays en développement, vous avez une situation qui se rapproche absolument de cette situation décrite par Pasteur. Vous avez plus d'1 milliard de gens, dont on le disait tout à l'heure, qui n'ont pas accès à une eau de bonne qualité, une eau potable, et donc c'est devenu un véritable objectif, en sachant que, dixit l'OMS, il y aurait 4 à 5 milliards de cas de diarrhée par an dus à une eau non potable, et de l'ordre de 3 millions de morts dus à une eau non potable pour des causes de diarrhée. J'y rajoute les millions de morts, on ne compte plus à ce niveau-là, qui sont dus au paludisme, qui est quand même une maladie qui est liée à l'eau, qui sont dus à toutes les maladies parasitaires, type bilharziose et autres, qui sont des maladies liées à l'eau. Des morts, je dirais, banales, parce qu'il n'y a pas de tsunami, là, on ne fait pas de médiatique, mais ces morts existent chaque année, et c'est quand même une eau qui tue, d'une certaine manière. Donc voilà. Je ne terminerai pas là-dessus, mais je dirais comble ou paradoxe, en croyant bien faire, parfois, on amène aussi tout un ensemble de maladies parasitaires. Et je prendrai simplement l'exemple de l'eau pour l'agriculture. Quand on fait des périmètres d'irrigation, quand on fait des barrages pour l'agriculture, eh bien, on amène systématiquement des maladies parasitaires. On amène le palu, on amène la bilharziose et bien d'autres saloperies. Et personne ne prend en compte dans ces problèmes d'aménagement les aspects sanitaires. C'est quand même quelque chose qui mériterait considération au niveau mondial et international, qu'on se préoccupe de la santé des gens, pas seulement pour manger, mais également pour ne pas être malade. Et pour essayer de terminer ce panorama, je dirais que ce qui nous inquiète aujourd'hui, et ce sera probablement l'objet plus précis de cette table ronde, c'est tout ce qui concerne les pollutions chimiques. C'est bien quand même cette notion de pollution qui, à l'heure actuelle, on le voit bien dans tous les écrits, dans toutes les réflexions qui ont lieu sur l'eau, est quand même un peu sous-jacente. Alors, on commence à avoir une très jolie collection. Il y en a plein, différents, plein en double aussi, super. Donc c'est vrai que cette pollution, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire que si vous lisez des écrits sur la situation des rivières il y a quelques siècles, et même il y a un siècle, on vous décrit la Seine comme complètement putride. À l'époque, les fleuves, les rivières servaient de déversoir à toutes les eaux usées. Les abattoirs se déchargeaient dans les rivières. Allez voir le Gange à l'heure actuelle, par exemple, en Inde. Vous verrez que c'est quand même une eau qui n'est pas extrêmement claire. Mais il faut savoir aussi que toutes les industries du Moyen-Âge, des siècles derniers, les laiteries, les tanneries, etc., étaient des industries extrêmement polluantes. Allez voir les cartes de Cassini qui ont été faites à l'époque, vous verrez qu'il y avait des barrages un peu partout, des moulins, etc., et des industries, des petites industries un peu partout. Donc, c'est pas nouveau, mais c'était une pollution, je dirais, de nature organique au sens large, donc les matières organiques se dégradent. Maintenant, on a une pollution très moderne, très chic, ça se voit pas, ça se sent pas, c'est super, on a une saleté impeccable. On a une très belle pollution, maintenant très très jolie, avec les polluants métalliques, je veux dire, on ne va pas refaire le monde, mais avec tous les pesticides qui ont été produits à partir de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a marqué vraiment un virage à ce niveau-là, parce que les engrais industriels et les pesticides, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale. Revenons au panorama. Voilà. Et donc, tous ces problèmes, les pollutions radioactives, et puis je ne voudrais pas terminer sans évoquer quand même quelque chose qui commence à troubler l'esprit des traiteurs d'eau, qui est la question des mimétiques hormonaux, toutes ces
substances à très faible dose qui, à l'heure actuelle, inquiètent beaucoup les traiteurs d'eau et les scientifiques parce qu'elles sont susceptibles de mimer les comportements des hormones au niveau physiologique. Ouh. Et on voit des poissons qui changent de sexe et on s'interroge sur le fait que la fertilité des mâles anglais ne soit pas liée à ces mimétiques hormonaux. Accrochez vos ceintures, ça va bouger. Bon, mais je dis ça en riant, mais c'est un problème sérieux qui fait l'objet de nombreux programmes à l'heure actuelle, financés grâce à l'Europe. Merci l'Europe, parce que c'est bien grâce à l'Europe qu'on peut aborder ces questions. Réduire les pollutions, je termine là. Réduire les pollutions, améliorer la qualité de l'eau, eh bien ça c'est quand même, je crois, l'un des grands enjeux de notre siècle. Il ne s'agit pas d'opposer préventif et curatif. Il s'agit au contraire de voir comment on peut à la fois faire du préventif et du curatif. Mais il est clair que le préventif est toujours préférable au curatif. Il est évident aussi que les industriels de l'eau ont développé beaucoup de curatifs et que c'est un énorme lobby. Mais je pense qu'on peut essayer de travailler dans ce sens. Et je dirais pour terminer que encore merci l'Europe, la directive cadre européenne sur l'eau qui fixe comme objectif à l'horizon de 15 ans de retrouver un bon état écologique des eaux de surface, que ce soit les lacs, les rivières, les nappes souterraines ou les milieux côtiers, eh bien c'est quand même quelque chose qui fait bouger à l'heure actuelle beaucoup d'agences de l'eau et c'est quand même, je pense, un objectif très raisonnable et très bon. Eh bien, merci Christian Lévesque pour ce petit état des lieux, complet, parfait. Alors voilà, on va partir du principe que tout ce qui est négatif et tout, ça rentrait dans ces quelques minutes, on le débarque, on le pousse, on le garde un peu en tête, mais on pousse un petit peu, et on va aller voir un petit peu du côté des « mais comment ça pourrait être autrement ?» Et puis alors, il y a un monsieur qui est là, qui s'appelle Patrick Baronnet, avec son épouse Brigitte. Vous savez, on se dit « ah, je pourrais quand même faire mieux, je pourrais quand même faire plus attention, recyclage, tout ça ». Et ben, il y en a qui l'ont fait et qui sont allés vraiment très 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 loin. Ils sont tellement dans la prévention que quand j'ai demandé à monsieur Baronnet s'il pouvait me parler de l'épuration des eaux, il m'a dit « non, je préfère parler de la non-pollution ». Donc oui, il est vraiment très très en amont. Et déjà, la tournure d'esprit est assez remarquable. Et ben, allez-y, Patrick, faites-nous un petit tour de maison. Vous, c'est pas un tour d'horizon du monde, c'est un tour de votre maison parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans votre maison. Voilà. Alors, j'ai assez peu de temps, mais je voudrais simplement vous dire qu'avec Brigitte, il y a nos 4 enfants depuis 30 ans. On a plutôt d'accuser les autres. On a essayé de balayer devant notre porte et de décider d'emblée de quitter Paris et d'investir la campagne pour consacrer notre vie d'une manière très simple à expérimenter un mode de vie durable. Et par conséquent, 30 ans après, eh bien, on a reçu des hommes politiques, on reçoit une 50aine de responsables de la DDE et on a divisé par 4 notre consommation d'électricité en sachant qu'on ne consomme pas 1 gramme d'électricité nucléaire ni de pétrole, mais que de l'énergie faite par le soleil et le vent, et que si chaque citoyen français consomme 150 litres d'eau par jour et par personne, on ne consomme que 25 litres par jour et par personne. Vous n'avez pas acheté, excusez-moi de vous interrompre, vous n'avez pas acheté 1 mètre cube d'eau potable en 1 centimètre cube d'eau potable, voyons. Pas 1 gramme d'eau potable depuis 30 ans. Donc vous n'avez pas acheté d'eau, vous n'avez pas payé de facture d'électricité, vous avez quand même encore une carte d'identité, un numéro de sécurité voilà, sociale. Voilà, pendant 3 ans, on n'a pas été à la sécurité sociale, mais c'est pas grave. Et le seul abonnement que vous ayez, c'est le téléphone, c'est ça? Voilà, on a le téléphone, excusez-nous. Très light, très light. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'avec ça, on est très heureux. Donc, fondamentalement, il s'agit de revoir notre mode de pensée et voir tous les conditionnements qui font qu'avec une sécheresse de cœur, un manque de passion de vie, on compense ces manques par du matériel. Donc nous, en fait, si tout le monde vivait comme nous, il n'y aurait pas de problème sur la planète. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire très rapidement et en faisant un chapitre un petit peu plus long sur l'eau. Alors, je vais vous expliquer quelque chose d'absolument fondamental qui se fonde sur des études scientifiques faites par un universitaire qui s'appelle Joseph Orzag. Une des premières consommations d'eau, c'est nos toilettes à eau à chasse d'eau. Alors, ne rions plus de ça, c'est fini. À 5 km de chez nous, il y a une aire de repos sur la route nationale où il y a
une toilette une toilette sèche. À Stockholm, il y a eu la réunion internationale des toilettes publiques. Et sur le premier journal en France, sur une page en couleur, il a été titré « Ces petits coins, entre guillemets, qui peuvent sauver la planète ». Nous avons pensé dans notre famille que tirer la chasse d'eau pour un petit pipi, 15 litres, c'est scandaleux, et que chaque foyer consomme entre 30 et 35% d'eau potable, s'il vous plaît, pour que ça aille gérer nos pipis et nos cacas, que ça retourne dans la rivière et qu'on fasse un prélèvement d'eau pour la dépolluer, pour faire de l'eau potable, et que ça retourne dans nos toilettes. Plus donc, tous les médicaments, plus les médicaments, les stérilités des mâles, etc. Donc, non seulement les toilettes à litière ne coûtent rien en eau, mais elles nous rapportent un compost extraordinaire avec des méthodes très scientifiques, notamment de M. Boucher, que vous avez peut-être connu, à la méthode Lemaire-Boucher. Voilà, d'ailleurs, on a sorti un livre sur ce problème, la pratique des toilettes à litière et du compostage. Voilà. Elles ont l'air très confortables, mais comment qu'on s'en sert ? Alors, rapidement, comment on s'en sert ? Quand vous êtes dans les toilettes, vous avez une louche. Je reviens là, vous avez une panière avec une louche, et à chaque fois que vous avez offert votre présent à la terre, parce qu'il s'agit quel bien qu'il soit. de ça, pardon ? Quel qu'il soit le présent. Les deux options sont possibles. Les deux options confondues. D'accord. On ne va pas se poser de problèmes métaphysiques dans un lieu aussi agréable. D'accord. Et on rajoute de la sûre, et la sûre absorbe. On recouvre ? On recouvre tout simplement, et ça veut dire qu'on est dans un système aérobie et non pas anaérobie, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et donc, c'est je mange, je digère, je vais aux toilettes, je composte, nous faisons notre jardin, je mets le compost dans le jardin, je cultive mes légumes, je mange, je digère, etc. Et à ce moment-là, il se passe une alchimie intellectuelle extraordinaire. C'est que j'ai conscience en tant que citoyen, qu'habitant de la Terre, je fais partie de la Terre. Donc c'est quelque chose de très important et c'est pris très au sérieux. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 50 personnes de la DDE qui viennent nous voir pour gérer les problèmes de l'eau en France. Combien de temps, excusez-moi, entre votre compost et Alors nous avons des accélérateurs, un système de paille préactivé. En été, c'est 3 mois et en hiver, c'est 6 mois. D'accord. Donc pour l'eau des toilettes, c'est réglé. Voilà, pour l'eau des toilettes, ce petit coin qui peut soulager la planète. Alors, ceux qui voudraient contester nos résultats, nous recevons pendant les éco-festivals 5000 personnes, 15 000 passages en 5 jours, aucune odeur, aucune mouche, aucun problème. Et la DAS est venue vérifier, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a aucun centimètre cube d'eau polluée qui n'arrive nulle part, puisque tout est recyclé. Donc c'est quelque chose d'avenir et nous recevons des milliers de classes à la maison depuis 10 ans et là on est en train de danser la gavotte bretonne sur un tas de fumier. Voilà, et vous voyez au petit matin... C'est votre fumier personnel. C'est notre fumier personnel, voilà. Au petit matin, vous voyez la chaleur dégagée, on peut monter à 60 degrés pour détruire les germes pathogènes. Voilà. Alors, je passe assez vite, je vous montre quand même qu'on a un jardin extrêmement productif. On n'a bien sûr pas 1 centimètre cube de nitrate, mais nous utilisons le compost de matière organique. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, la consommation d'eau est incroyable pour celui qui mange de la viande tous les jours. Je tiens à dire, et je n'ai pas peur de le dire, bien que ça ne soit pas une chapelle de plus, que nous sommes végétariens depuis 25 ans. J'ai été 25 ans prof de gym, j'ai construit 3 maisons, et je n'ai aucun problème physique, loin de là. Donc on peut manger sans viande, mais simplement, une des manières de préserver l'eau dans le monde, c'est de moins manger de viande sans aller jusqu'au végétarisme. Volaille inclus ? Volaille inclus, poisson inclus. Je vous affirme qu'on peut vivre en très bonne santé sans manger de viande. Hein. Voilà. Alors, l'eau, un exemple. À Munich, eh bien, pour prévenir la pollution de l'eau, pour ne pas polluer, la mairie de Munich a subventionné les agriculteurs du bassin versant pour les aider à tous passer en biologique. Et par conséquent, le coût du mètre cube d'eau est de 6 centimes le mètre cube. En Bretagne, je vais quand même vous donner le résultat de l'agroalimentaire. Je vous pose une question.
quelle longueur aurait un train de wagons-citernes contenant pendant 1 an les déjections de porc des 3 départements bretons? Vous avez les réponses. En partant de Brest, il irait jusqu'à Vladivostok, ça fait 9000 km. On n'imagine pas, quand on mange de la viande, à quel point on engendre, par le système agroalimentaire actuel, de pollution au niveau des nappes phréatiques. Et le coût de l'épuration des eaux, c'est 25 fois plus cher que Munich. À Munich, ils ont empêché la pollution. En Bretagne, et notamment à Lorient, ils continuent à laisser polluer la terre et l'eau. Et il y a un double tiroir caisse. Eh bien, on paye aussi pour l'épuration, ce qui est véritablement scandaleux. Voilà, alors nous, on a un système qui, j'ose le dire aujourd'hui, devient inutile parce que nous ne polluons plus, y compris la machine à laver. On n'a plus de phosphate, on n'a plus de nitrate, on a simplement la cendre de notre poêle à bois qui contient de la soude, donc qui est extrêmement performante. On met 2 verres d'eau filtrée de cendre et ça fait l'affaire. Donc on n'a pratiquement aucun rejet dans l'environnement. On n'a plus de rejet d'eau fécale, on a très peu de rejet au niveau des eaux de vaisselle et de la douche et de la lessive. Et par conséquent, on a quand même installé, pour informer les milliers de gens qui viennent chez nous, des buses avec de la pouzzolane et des plantes, comme vous voyez ici. Et en plein été, on a en plus un magnifique bassin aquatique. Et un bassin d'épuration, comme vous voyez ici, où il y a des carpes qui sont mieux qu'un vumètre qui vous montre la pollution. Les carpes, elles sont bien vivantes. On a des dizaines, trop même, de grenouilles et beaucoup de libellules. Bref, tout un milieu aquatique qui sert aussi pour la lutte intégrée dans notre jardin biologique. L'eau potable. Je m'excuse, je vais un peu vite, mais il y a tellement de choses à dire. Ici, nous avons un bâtiment particulier, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est surtout que c'est 80 mètres carrés de capteurs d'eau. Ça s'appelle un zome ou un dôme, comme vous voulez. Vous avez un collecteur qui fait le tour du bâtiment et qui récupère l'eau pluviale. L'eau pluviale est filtrée à l'ordre de 10 microns par un filtre papier, cellulose. Et là, c'est dommage, mais je n'ai pas mis... Ce sont des cuves en maçonnerie qui permettent de relever le pH de l'eau, l'eau de pluie qui globalement est à 4 pH, eh bien on le remonte à 7-8 grâce à la maçonnerie qui se trouve à l'intérieur, qui est basique et qui rectifie parfaitement le pH pour que ça arrive à en gros 6-8-7. Il y a une chose dont on ne parle pas assez souvent, qui est issue des études de Joseph Orzag et de beaucoup d'autres personnes, c'est la qualité de l'eau au niveau de sa vitalité. Louis-Claude Vincent a mis au point un outil qui permet de vérifier la vitalité de n'importe quel aliment, de notre urine, de notre salive, qui réunit synergiquement 3 facteurs, le facteur du pH, le facteur de la résistivité qui est lié à la minéralisation et le potentiel redox RH2. Et à partir de ça, on a conclu que l'eau potable était une des meilleures eaux à boire parce qu'elle est faiblement minéralisée. Alors, il est évident que dans les grandes villes, il peut y avoir des pollutions, il y a forcément des pollutions. Et aujourd'hui, il s'agit d'avoir une moindre pollution par rapport aux nappes phréatiques. Et d'après des études sur les grands nombres, Joseph Orzag a prouvé que l'eau de pluie est 2000 fois moins polluée que les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, on en est à la moindre pollution. Et depuis 10 ans, nous buvons l'eau de pluie. Évidemment, on ne paye pas un centime même. Et les pluies acides, on n'en parle plus Alors, la pluie est toujours acide par définition, mais disons que globalement, on peut boire... Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire dans les centres-villes, mais globalement, sur la surface de la France, au moins 4/5 du territoire peut recevoir de l'eau de pluie potable. Vous ne buvez que ça depuis 30 ans? On ne boit que ça depuis 30 ans, sans aucun problème, rien d'autre. Un petit peu de vin quand même? Ah, le pinard avec le vin, c'est excellent. Avec le fromage, c'est excellent. Alors, je voulais juste vous parler d'une maison qu'on a construite en chanvre. Voilà, voyez l'intérieur, on a essayé de lier l'esthétique. On a fait une maison en bauge en mélangeant de la paille et de la terre. Voilà, ça c'est les toilettes sèches pour les visiteurs. Donc tout ce qui est de tout ce dont je vous ai parlé est dans le livre qui est vendu là
à la sortie, de la maison autonome à l'économie solidaire, parce que nous pensons que c'est chacun qui fait un effort qui fait avancer la planète. C'est d'abord un problème de responsabilité individuelle. Et nous avons mis au point, voyant que les maisons écologiques n'étaient réservées qu'aux riches, eh bien, la rage nous a pris et on a décidé en 6 mois, c'est-à-dire qu'en mars dernier, on a mis au point une maison qu'on a appelée 3E, maison très écologique, et bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, très économique, c'est-à-dire moins de 20 000 € pour 70 mètres carrés habitables, et l'entraide, c'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, les gens vivent chacun pour soi, mais on pourrait imaginer qu'on s'entraide à construire notre maison, et c'est une maison en même temps esthétique. Les fondations, le bambou qui remplace le ferraillage, une double rangée de briques pour isoler la maison et la masse de terre qui est enserrée entre les briques. Vous voyez ici qu'on rajoute une masse thermique avec des gravats, une ossature bois, que vous voyez ici, entre les poteaux. Alors ici vous avez la charpente qui est faite en Douglas non traité, préservation de l'environnement, parce que justement c'est un bois local qui a grandi relativement lentement, et on fabrique des pottes de paille avec une botteleuse qu'on insère entre les poteaux de la maison, et on a monté en une journée ces murs de paille ensuite on projette avec une grelinette de la boue. C'est tout simplement de la terre qu'on va chercher à 5 mètres de la maison avec de l'eau, et on isole avec de la laine de mouton dont l'énergie est fabriquée, je vous le rappelle, par l'énergie solaire, comme le bois, comme tout le reste, et on fabrique des briques de terre avec cette espèce de briqueteuse qui est compressée à 12 tonnes, même avec une jeune fille légère on y arrive, et on a mis au point une maison qui, en Bretagne, alors pour ici, avec 300 jours de soleil par an, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucun chauffage potentiel. Nous, en Bretagne, il y a quand même des jours gris, surtout en ce moment, une verrière, un réflecteur, un très grand réflecteur blanc, qui renvoie l'énergie dans les briques de terre, qui ne servent pas à la contention de la maison puisque c'est une ossature bois, mais qui sont comme des batteries électriques qui récupèrent l'énergie solaire pour la restituer les jours où il n'y a pas de soleil. La toiture qui récupère l'eau bien évidemment, que du bois, des lauses, ici vous avez de l'acacia. On a mis au point des chauffe-eau solaires et on organise des chauffe-eau solaires pour moins de 600 €, des stages de chauffe-eau solaire pour moins 600 €. Vous savez qu'aujourd'hui, un chauffe-eau solaire, ça vaut beaucoup trop cher, si bien qu'il y a peu de gens qui ont des chauffe-eau solaires, alors qu'en Autriche, il y a 2 maisons 9 sur 3 qui ont des chauffe-eau solaires. Essayez de regarder à Marseille s'il y a quelle proportion de chauffe-eau solaire il y a, je ne sais pas. Qui a un chauffage solaire, chauffe-eau solaire? Ah, il y en a un, là. Ah, il y a des ovnis parmi nous. Un mutant, voilà. Un mutant. Et puis, je termine par cette maison qui est terminée aujourd'hui. On a mis à peine 9 mois à la construire. Elle n'est pas trop moche en plus, hein? On a essayé, parce que ce qui est écologique doit être beau. Merci du compliment, Patricia. Et on a édité, en même temps, on a tourné un DVD qui est à votre disposition, qui s'appelle le DVD de la Maison 3E, écologique, économique, entraide. Voilà. On a donc un éco-centre. Vous avez des gardes du corps quand vous sortez de chez vous ou pas? Parce qu'entre EDF, GDF, CGE, Bouygues, enfin, il ne faut pas dire de marque, pardon. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens que vous allez un petit peu énerver, là, on non? peut rajouter Novartis, Monsanto, Nestlé, oui, Danone, etc. Alors, vous êtes l'homme à abattre de l'économie mondiale, là. Oui, certainement, mais on est considéré comme un obstacle technique au commerce par l'Office mondial du commerce. Et je pense, fondamentalement, c'est par un changement total de mentalité qu'on pourra changer les choses. Qui a envie de vivre chez monsieur? Ça va, c'est bon, vous avez des clients. Bienvenue à bord quand vous voulez. Super. Super. Moi, j'aimerais bien essayer vos toilettes quand même. Okay. Bon. Eh ben, on a l'impression de dire c'est facile, il y a qu'à, mais à mon avis, il y a quand même du boulot derrière. Oui, la maison, elle dure combien de temps? Pour l'instant, elle a 9 mois, comme un enfant. Je pense qu'elle sera largement au-delà du siècle. On est 10 fois plus loin que la garantie décennale, puisque la garantie décennale, dit-on, c'est le droit de pouvoir faire en sorte que la maison, au bout de 11 ans, se détruise. Hein, oui. C'est un dicton qui dit. Donc nous, il n'y a aucun problème, c'est une maison antisismique, extrêmement isolée, et je peux vous garantir que cette maison n'a aucune raison d'être détruite d'ici un siècle. Mais a-t-on encore besoin de faire des maisons qui durent 400, 500, 600 ans? Voilà. Ouais.
C'est-à-dire qu'elle dure juste assez pour que vos enfants soient assez grands pour faire la leur. C'est déjà pas mal. Je voudrais juste quand même vous dire que j'ai passé la nuit, là, avec mon épouse, dans une yourte à 150 km d'ici. Il faisait 7 degrés en se levant, c'est pas un problème. Et notre fils, au lieu de passer et de perdre sa vie à la gagner pour payer sa maison dans laquelle il n'est pas, parce qu'il serait à l'extérieur pour la payer, eh bien, il a décidé, pour moins de 10 000 francs, de se faire sa maison pour la vie. C'est une yourte mongole. Et on a le droit ? Pardon ? On a le droit, enfin, on peut... Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche, c'est une manière de dire. Oui. Mais je veux dire que ça suffit. Comme j'ai vu sur la librairie, aujourd'hui, on en est, comme dirait Gandhi, à la désobéissance civile, parce qu'il y a quand même des lois iniques. Il y a des lois légitimes qui sont illégales, hein, ou je dirais l'inverse. Merci, vous avez compris. Vous avez des clients, c'est bon. Bon, c'est magnifique. On va vous laisser reprendre votre souffle parce qu'en plus, je peux vous dire qu'il y a de la passion derrière, ça pulse, hein, ça c'est palpable. Bon, alors, ça fait du bien quand même de dire que c'est possible, ça existe, je l'ai rencontré, c'est formidable. Hein, non, mais ça a l'air vachement confortable. Hein, chez nous, il fait 18 degrés en se réveillant, hein, mais c'est pas d'une yourte. Oui, puis au pire, s'il fait un peu froid, c'est l'occasion de se rapprocher de l'autre. Ça peut créer des liens, vous voyez. Hein, le chauffage, c'est très écolo, ça aussi. Bon, revenons à nos moutons. Hervé Macari, on est quand même un petit peu quelques-uns, enfin même très très nombreux, voire l'énorme majorité à pas être encore à ce stade-là de conscience et d'application. Donc, on a quand même un petit peu besoin d'épuration. Et ça, c'est un petit peu votre propos. Et surtout, vous m'avez raconté l'autre jour que vous nettoyez l'eau avec des bactéries qui en plus vous donnent du méthane, qui en plus fait de l'électricité. Enfin, vous avez trouvé le truc formidable ou quoi ? Racontez-nous un peu. Bon, mais écoutez, de toute façon, je pense que... j'aimerais revenir 2 minutes sur ce que nous a dit M. Baronnet. C'est vrai que finalement, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur notre mode de vie. On en discutait tout à l'heure et je crois que c'est un exemple que je reprends. Je ne suis pas du tout économiste, mais on peut penser qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la grande majorité des Français étaient des agriculteurs. On était déjà quand même pas mal de millions de personnes sur le sol français. Ça a probablement duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Quand j'étais à l'école, que j'avais 18 ans, on me disait qu'il y avait 1 million de paysans en France. Il n'y en a plus que 365 000, je crois. On produit plus que ce que produisaient des millions de gens donc en 1918-1945. On a 2 millions de chômeurs. On produit ça sur des surfaces moins importantes. Le résultat, comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Il a fallu qu'on mette des engrais, il a fallu que l'on mette des pesticides. On a 2 millions de chômeurs. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Où va notre mode de vie ? Est-ce qu'il est effectivement viable ? Alors maintenant, ce que nous a dit M. Baronnet, c'est très intéressant, mais on voit quand même que j'ai l'impression qu'il vit à la campagne. Donc certaines des choses qu'il a mis en place ne sont peut-être pas si faciles à mettre en place. Oui, mais si on vit tous comme lui en ville, on sera tous en ville à la campagne. Oui, mais enfin, si vous vivez au 12e étage dans un petit appartement, je ne sais pas si vous pourrez mettre en place... Il y a des solutions. Voilà. Alors, on en parlera dans le débat. Voilà. Vous avez la version immeuble ? Juste ce que je voulais dire, voilà. Donc, ça sera peut-être difficile de mettre en place des toilettes sèches comme celle qu'il nous a montrées. Par contre... Ça ne pose pas de problème en ville, je précise. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut peut-être revenir à des chiffres qui sont très très importants. Il n'y a que 3%, un peu moins de 3% de l'eau présente sur la planète qui est douce. Et sur ce 3%, il y en a un peu moins de 0,7% qui finalement est accessible et accessible à nous, accessible à la vie de la planète. Donc il est bien évident, ce que nous propose finalement M. Baronnet, il faut essayer de ne pas contaminer. Donc il est bien évident qu'avant d'essayer de résoudre le problème au bout du tube, comme on dit nous dans notre jargon, il faut peut-être essayer d'éviter de consommer beaucoup d'eau et éviter d'avoir ensuite à la traiter. Je prenais aussi à midi un exemple concret, c'est le cas par exemple des sucreries de canne. Les sucreries de canne, sans aucune gestion de l'eau, vont avoir besoin environ de consommer 20 mètres cubes d'eau pour traiter 1 tonne de canne à sucre. Par contre, avec une bonne gestion de l'eau, on peut facilement, avec des recyclages au sein de l'industrie, on peut facilement tomber à 2 mètres cubes par tonne de canne, voire même, dans certains cas, arriver à avoir des systèmes où on ne rejette plus d'eau dans l'environnement. Et ça y est, ça marche, c'est en place ? Par exemple, je lisais justement un article hier, et en Afrique du Sud, on a une usine qui tourne déjà pratiquement avec 0 recharge dans l'environnement. Par contre, il est bien évident que je pense, donc, il faut essayer de diminuer les consommations d'eau.
il faut essayer d'avoir des industries qui soient plus propres, mais il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir arriver, enfin à mon avis en tout cas, à vraiment utiliser de l'eau et ne pas la polluer et ne pas la contaminer. De toute façon, on peut prendre aussi le cas des villes, le cas de nos rejets. Donc effectivement, il y a des solutions. Alors c'est peut-être pas les toilettes sèches, c'est par exemple des toilettes où on va séparer d'un côté les urines, d'un côté les fesses, enfin d'un côté les excréments. Le monsieur l'a dit caca, vous pouvez y aller. Voilà, d'un côté les urines, d'un côté le caca. Pourquoi ? Parce que dans les urines, c'est là qu'on va retrouver l'essentiel des sels. L'urine est pratiquement stérile, alors que par contre, le caca, lui, il contient la plupart de la matière organique. Et en plus, il contient pas toujours des bactéries qui sont très bonnes. Alors, monsieur, il en fait du compost. Et c'est très bien qu'il en fasse du compost. Mais excusez-moi, mais monsieur a un caca de qualité, il mange bio, il a l'air de... Oui. Non, mais... Oui. Merci, bravo. Mais tout se tient. Oui, mais monsieur, derrière, il fait un compost. Et qu'est-ce que c'est un compost ? Un compost, vous avez vu, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois. On vous entend plus, paraît-il. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, donc un compost, vous avez vu, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois. Bon, il faut quand même donc avoir des petites surfaces. Je ne sais pas non plus si au 12e étage, dans un petit appartement de 50 mètres carrés, on va pouvoir mettre en place un compost, ça je ne sais pas. Si. Bon, donc il y a des solutions les apparemment. Les balcons. Mais ce qui est très important, c'est que dans un compost, la température monte à des valeurs extrêmement élevées. Et ce qui permet d'éliminer les pathogènes. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, quand je parlais donc de séparer par exemple les urines et le caca, les urines, elles sont complètement stériles. Donc on pourrait effectivement après les sécher et récupérer ces sels dans l'agriculture par exemple et utiliser beaucoup moins d'eau pour avoir à enlever de nos toilettes les fesses, enfin le caca. Donc finalement, ce que je voulais dire par là, c'est que ce soit au niveau industriel ou que ce soit au niveau urbain, eh bien malheureusement, l'eau qu'on va utiliser, même si ce sont des eaux grises, enfin ce qu'on appelle les eaux grises, les eaux de la douche, les eaux de la cuisine, il y aura quand même une certaine contamination. Et on ne peut pas, même les eaux urbaines sont des eaux qui polluent. La pollution, en fait, c'est une question de quantité de polluants qu'on apporte à un moment donné dans un volume ou dans une surface donnée. Je vous prenais l'exemple aussi à midi. Si on prend une personne individuelle et qu'elle fasse ses besoins, même dans un petit ruisseau, si c'est la seule qui fait ses besoins à cet endroit-là, le ruisseau a lui-même une capacité auto-épuratoire et peut-être que 50 mètres plus bas, vous pouvez boire l'eau sans aucun problème. Par contre, si on commence à être 1 million de personnes à faire nos besoins au même endroit, je ne vous recommanderais pas de boire l'eau 50 mètres plus bas. Non, vous mieux aller en haut. Voilà, il vaudra mieux la boire au-dessus, exactement. Donc en fait, tout est question donc, de quantité, et dès qu'on utilise l'eau, on va quand même la polluer. Alors on pourra faire tout ce que l'on veut, on pourra essayer d'enlever, on pourra essayer de la contaminer le moins possible, mais il va y avoir des contaminants. Donc après, il faudra bien à un moment donné essayer d'éliminer ces contaminants. Alors dans des villes, la solution qui a été utilisée depuis le 19e siècle pour éviter les maladies liées à l'eau et la mort, ça a été qu'on prend l'eau et on ne va surtout pas la laisser là où elle est. Donc on va l'exporter. C'est ce que faisaient déjà les Romains, les Grecs, voire les Mayas ou les Aztèques dans leur ville. Il y avait déjà des réseaux d'égouts et donc on enlevait l'eau avec tous ces germes qui malheureusement qui sont dans le tube digestif ou qui viennent de l'extérieur mais qui peuvent causer des maladies et on les amenait au loin. Donc bien sûr à partir du 19e, début du 20e, c'est bien d'amener ça au loin, mais il faut quand même aussi le traiter. Et donc, on a commencé à le traiter. Alors, en fait, la pollution, elle est présente sous différentes formes. Elle est présente, on peut avoir une pollution qui est sous forme organique. Ça peut être, je ne sais pas, ce que vous connaissez, des sucres, les protéines, ce qu'on mange, les lipides. Et elle peut être aussi, donc sous forme organique, mais elle peut être aussi sous forme minérale. Alors, minérale, on pense aux métaux lourds, on pense au sel, au phosphate, on pense à l'ammonium, au sel d'azote. Et cette pollution, elle est aussi présente soit sous forme en suspension dans l'eau, sous forme de particules, ou bien elle est présente en solution. Et en fonction de ces différentes formes de pollution, on ne va pas les attaquer de la même façon. Alors par exemple, si on a dans les eaux usées urbaines, on a par exemple du gravier, on a des particules. Ça, il est bien évident que par une simple décantation, on va pouvoir arriver à les éliminer. On a d'autres particules qu'on pourra éliminer par filtration. Parce que Monsieur Baronnet nous dit bien qu'il boit de l'eau de pluie, mais quand même en grattant un petit peu, on voit quand même qu'il fait une filtration de son eau de pluie. Bon, il en enlève certains éléments. Maintenant, j'aimerais bien savoir après qu'il nous dise aussi si quand même il a fait aussi analyser son eau de façon quand même à être sûr qu'il pouvait la boire. Donc
que 6 mois, on fait partie de 8 maisons pilotes en France et on est assigné tous les 6 mois à donner nos analyses à la DAS, bien sûr, puisque la DAS commence à s'intéresser à ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème, on est nettement supérieur à la moyenne des Français. En tout cas, les Baronnais ont 4 enfants, donc déjà pour la stérilité, c'est prouvé, ils ont passé l'examen. Voilà. Maintenant, et vu d'avion, le fond de l'œil a l'air assez clair. Merci du compliment. Enfin bon, donc en tout cas, on a vu, il y a plusieurs formes de pollution, il y a plusieurs façons de l'attaquer. Moi personnellement, je me suis plutôt intéressé à la pollution organique. La pollution organique, comment l'éliminer? Tout simplement, on a copié ce qui se fait dans la nature. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette personne qui faisait ses besoins dans un ruisseau. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des micro-organismes qui sont présents, des micro-organismes, des bactéries qui sont présentes dans ce ruisseau, qui vont commencer à utiliser les matières organiques qui sont présentes dans ce rejet comme leur nourriture, comme nous mangeons. Et puis, certains de ces micro-organismes-là ont besoin d'oxygène, comme nous respirons, nous utilisons l'oxygène de l'air. Certains de ces micro-organismes ont besoin d'oxygène. Et qu'est-ce qui va se passer dans un cours d'eau? Ils vont consommer l'oxygène qui est présent dans l'eau. Malheureusement, l'oxygène, c'est un élément qui est extrêmement peu soluble dans l'eau. Et donc, il faut à un moment donné que l'eau se recharge par cet oxygène qui est dans l'atmosphère. Voilà. Donc en fait, si nous, en copiant la nature, si on veut faire des systèmes où on va utiliser des bactéries qui consomment l'oxygène comme nous pour éliminer cette matière organique, il va falloir qu'on apporte de l'oxygène dans cette eau. Parce que la matière organique, on peut la mesurer en quantité d'oxygène dont on a besoin pour éliminer la matière organique. Alors par exemple, une eau usée urbaine, il va nous falloir 200 mg d'oxygène, par exemple entre 200 et 500 mg d'oxygène par litre d'eau pour éliminer la matière organique présente dans cette eau. Or, la solubilité maximale de l'oxygène dans l'eau n'est que de 7 à 10 mg par litre, on va dire. Donc vous voyez le différentiel. Donc on a besoin d'apporter de l'oxygène, de faciliter ce transfert. Pour faciliter ce transfert, il faut apporter de l'énergie. Et l'énergie, c'est sûr que si on va la chercher sous une forme, c'est de l'électricité. Elle peut être nucléaire en France, mais elle peut ça venir peut aussi être de les sources plantes, fossiles. tout simplement, qui consomment rien. Donc si j'ai bien compris, là où M. Baronnet, on va dire que chez lui, les bactéries, c'est des amis, enfin l'organique, c'est des matières organiques, c'est ses copines, parce qu'en plus, elles s'occupent du jardin pendant ce temps. Et chez vous, c'est des ennemis qu'il faut éliminer avec de la pollution énergétique. Non, il y a certaines bactéries, il y en a qui font œuvre charitable et il y en a d'autres qui sont extrêmement dangereuses. Vous les triez un peu quand même. Je voulais simplement dire, donc, pour pouvoir traiter à l'échelle d'une ville comme Marseille, par exemple, les eaux usées, on va utiliser des bactéries. On peut utiliser des bactéries, il y a 2 catégories, des bactéries qui utilisent de l'oxygène, certaines qui n'en ont pas besoin, mais si, je peux prendre un autre exemple, c'était à la frontière mexicaine, on a construit une station d'épuration où on utilisait des bactéries aérobies, et au moment de la mettre en marche, on s'est rendu compte qu'il y avait un dilemme qui n'était pas possible, c'est que soit on arrêtait l'allumage électrique le soir, soit on faisait tourner la station d'épuration. Pour vous donner un petit peu une image de la quantité d'énergie qui peut être nécessaire. Bien, soit on a une autre bonne qualité. Ou bien, on peut choisir d'utiliser des micro-organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène et qui vont transformer cette matière organique en un sous-produit qu'on appelle le méthane. Le méthane, c'est ce qui est dans le gaz naturel, que vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, chez vous, que l'on va pouvoir brûler et que l'on va pouvoir utiliser comme source d'énergie. Donc on a un déchet que l'on va transformer en source d'énergie. Alors, à l'échelle urbaine, sous nos latitudes, c'est pas du tout faisable parce que ces micro-organismes-là, pour se développer, ont besoin de températures comme nous, à peu près 37 degrés. Si on est à des températures trop basses, leur activité va être trop faible. Mais sous les tropiques, puisque je pense que la planète, il faut qu'on la voie sous une vision globale, sous les tropiques, par exemple, les eaux usées urbaines pourront être traitées par ces bactéries qui vont produire du méthane. Et ce méthane pourra, par exemple, être canalisé et utilisé par des personnes qui pourront faire leur cuisine avec. Bon, maintenant, sous nos latitudes... Est-ce qu'il suffirait à faire marcher la station d'épuration, au moins? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, c'est vraiment le coup par coup. L'énergie nécessaire au fonctionnement de la station d'épuration pourrait être générée par pourrait provenir de ce méthane produit. On pourrait être autonome. Maintenant, sous nos latitudes, c'est vrai que ces modes de traitement sont plutôt réservés aux eaux usées industrielles. Et on a au moins plus de 80 installations en France qui marchent en utilisant ces bactéries qui font du biogaz, qui est souvent réutilisé pour faire retourner soit des générateurs d'électricité, soit des chaudières dans les propres industries, et qui permet donc de diminuer leur coût énergétique et l'utilisation d'énergie fossile. Alors aujourd'hui, quelle serait, entre guillemets, la Rolls ou la Ferrari, pour prendre des horribles exemples, de la station d'épuration? C'est-à-dire celle qui épurerait au mieux, y compris peut-être les médicaments contenus dans le pipi de la veille, et sans consommer plus que cela? Je crois qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle.
toutes les questions au départ sont économiques et vont dépendre d'un contexte. Donc les solutions qui pourront être mises en place chez nous ne seront pas forcément les solutions qui devront être mises en place en Afrique. Traiter de l'eau, ça coûte de l'argent, donc il faut savoir aussi l'objectif qu'on se fixe. On peut faire, à partir d'eau usée urbaine, de l'eau usée potable. J'ai visité aux États-Unis une usine qui le faisait. Donc on pourrait boire l'eau. On pourrait boire. Non, j'ai pas dit ça. On peut dans certaines stations. Sur le mot potable, vous mettez quoi derrière le mot potable? Derrière le mot potable, il y a une certaine qualité. Oui, mais c'est quoi comme qualité? C'est une qualité à boire, une qualité à laver, une qualité à... Non. L'eau potable, comme son nom l'indique, c'est pour la boire. D'accord, donc on pourrait boire. Pour la boire, il faut que vous ayez certaines d'épuration. caractéristiques, pas de matière organique, une certaine salinité, enfin je veux dire un certain nombre d'éléments. Il ne faut pas qu'il y ait de germes, enfin, etc. Donc on pourrait faire. Donc moi j'ai visité au Texas une usine qui fabrique une eau qui est d'aussi bonne qualité que l'eau qui est distribuée dans la ville. Bon, maintenant, pour des raisons, on va dire, de sécurité, cette eau n'est pas mise sur le réseau de la ville, mais donc c'est mais pas demain elle est matin, réinjectée. La mise en bouteille à la sortie de la station d'épuration, c'est pas pour tout de suite. Rassurez-nous quand même. Non, je ne pense pas. Mais c'est juste ce que Mais juste ce que je voulais dire, c'est que après, tout dépend des objectifs, tout dépend du coût que l'on est prêt à mettre derrière. Et il y a des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses que d'autres. Donc, par exemple, la méthanisation est une solution moins coûteuse que les systèmes qui utilisent des bactéries qui consomment l'oxygène. Mais par contre, chaque solution va vraiment dépendre du contexte local. Et plus les pays sont pauvres, plus il va falloir choisir des solutions qui soient adaptées aux conditions locales. Pour Marseille, ça serait quoi le ticket gagnant? Pour Marseille, le ticket gagnant, de toute façon, il y a déjà l'existant. Oui. Et je crois que l'existant a déjà montré ses preuves. Il y a quelques années, je lisais un article où on voyait l'état de la baie de Marseille avant la station physico-chimique qui avait été mise en place, et puis ce qui s'était passé 10 ou 20 ans plus tard. Parce que nous avons ici des océanologues qui étudient ce terrain depuis très très longtemps, et on voit que par exemple des espèces qui avaient complètement disparu avant l'installation de la station d'épuration sont revenus. Bon, on va peut-être laisser prendre un peu la respiration. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, ou est-ce qu'on va voir encore un peu plus loin sur la planète comment ça se passe chez les autres? Alors, une petite ou deux questions. Allez, on en prend deux ou trois, puis après on va vite au lac Victoria, si vous voulez bien. Oui, vous avez un micro peut-être, ou sinon parlez très fort? Oh, c'est pas assez fort. Il y a un petit micro qui arrive. Voilà. Alors, je repère les autres. Je ne vous perds pas de vue, mais 1, 2... Voilà. On va prendre ces trois-là, puis après, on continuera. Ah. Voilà. C'est le monsieur qui est là, qui ne lève pas le doigt. Voilà. Oui, je voulais juste... on parlait du traitement des eaux et je voudrais prendre le cas de la ville de Honfleur qui, je me semble, a 30 000 habitants et qui maintenant traite ses eaux par le système de monsieur... Lagunage, filtre planté, bassin filtré ce qui planté. fait en plus un magnifique parc, il me semble. Et la qualité de l'eau est d'ailleurs supérieure à la sortie de l'eau de station d'épuration. Voilà, donc, Marseille, par exemple... La question est pour moi? Peut-être. Écoutez, comme je disais, je pense que toute solution, il y a des solutions intensives et des solutions extensives. Toute solution dépend, je pense, du contexte local. Oui, c'est certainement une très bonne solution. Il faut probablement avoir la surface nécessaire pour le mettre en place. Et si en plus on peut faire des aires de récréation à côté, je peux dire que c'est super. Je pense que chaque solution est à étudier. Il n'y a pas une seule solution. Toutes les options sont valables et certainement aussi le coût va définir finalement le choix que l'on va prendre. On va vite prendre les deux autres questions. Voilà. Ah, il y en a une troisième qui vient de sortir. Oui, est-ce qu'on attire toujours l'attention des gens, du grand public, disons, sur la quantité d'eau consommée? On a fabriqué des toilettes à 2 vitesses, etc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attirer l'attention sur qu'est-ce qu'on met dans l'eau, avec quoi on la pollue, plutôt que combien de litres on en pollue? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rejeter 1 mètre cube d'eau peu polluée que 300 litres très polluée? Alors, oui, je crois que je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de dire. Tout va dépendre en fait des quantités. Donc effectivement,
rejeter 1 mètre cube d'eau potable, bon après ça dépend dans quel environnement, tout ça, grave pour personne. Tout ça, ça se définit. C'est probablement pas très dangereux. Et on peut très bien avoir 1 litre d'eau qui contient une quantité astronomique de matière organique, et ça sera donc beaucoup plus dangereux de rejeter ce petit volume d'eau très chargé. Vous avez raison. Tout est une condition, tout est une question de quantité. Et souvent d'ailleurs, là je m'avance peut-être sur un terrain glissant que je ne connais pas forcément à 100%, mais je pense que dans les normes, il est prévu à la fois des quantités, on va dire des concentrations, donc des quantités par volume, mais il est aussi prévu des quantités par an maximales acceptables de rejeter dans un environnement donné. Finalement, on s'imagine souvent qu'on consomme l'eau. En fait, on ne consomme pas l'eau. L'eau passe à travers notre corps, notre maison. On en rend exactement la même quantité qu'on en paye. Si on mettait un compteur d'eau sur la sortie, il y aurait le même cubage que sur l'entrée. L'important, c'est pas ce qu'on consomme, c'est-à-dire c'est pas ce qui passe dans notre maison ou dans notre corps, c'est l'état dans lequel on la rend après. Oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Hein. Bien sûr. Oui, sauf que quand il y a pénurie d'eau, il vaut mieux moins consommer d'eau pour la partager. Oui, mais enfin, dans nos pays tempérés, finalement, bon, on a une réserve d'eau qui permet quand même de consommer, entre guillemets. Regardez le nombre de départements l'été dernier qui ont été rationnés au niveau de l'eau. Je me pose la question sur la quantité d'eau. Je pense qu'il est nécessaire de réduire sa consommation d'eau, polluée ou pas à la sortie, il faut réduire sa consommation d'eau. Ça me semble important. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, je suis d'accord, c'est la quantité de pollution qu'il y a dans l'eau qui est importante. Et on devrait taxer sur les rayons des supermarchés les produits toxiques. Or, les produits toxiques sont beaucoup moins chers que les produits vendus. Et là, j'ai été 7 ans dans une coop bio gérant. Eh bien, c'est vrai que les produits biologiques qui protègent la nature sont plus chers. Et ça n'est pas normal. Mais je voudrais même rajouter que l'agroalimentaire est 12 fois plus subventionné que la biologie. Et donc ça, au niveau de l'impact sur l'eau, c'est très important. Ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire qu'on devrait encourager l'agriculture biologique par rapport à l'agroalimentaire. C'est évident. Merci de le préciser. Alors, encore une question là-haut. Vous maintenez votre question, madame? Voilà, 2 questions. Voilà, et après. Oui, bonsoir. C'était par rapport à la maison 3E de Patrick Baronnet. On a vu un édifice à côté avec une forme assez originale. Je ne sais pas si ça correspondait à la maison en Bauge, mais elle avait une forme particulière de toit. Ah, c'est avec une baie vitrée. Ça s'appelle un zome, c'est la contraction de dôme et de zonaèdre. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Les zonaèdres, il y a 84 facettes et on a réussi à avoir le permis de construire alors que c'est très difficile, tout simplement parce qu'on a dit que c'était un auditorium expérimental. Voilà, parce que la maison Vive 3E, la culture. La maison 3E revêt une forme classique par rapport à nos habitats d'aujourd'hui. Donc j'imagine que la maison 3E, vous n'avez pas eu de problème. Et ma question, c'était sur ces formes effectivement originales de maisons écologiques qu'on a pu voir aussi dans la presse et où là, les communes, parfois, s'apparente à des refus. Donc, votre deuxième exemple, la maison 3E, je veux dire, ne pose aucun problème de demande et d'acceptation de permis, j'imagine. Non, a priori. Alors, nous, on a rusé, moi je le dis, même s'il y a des représentants administratifs, ça m'est égal. On a dit que c'était tout simplement un atelier. Non. Ah, voilà. Et bon, ceci dit... C'est pas votre maison principale alors, parce que si quelqu'un décide d'acheter un terrain... Ceci dit, a priori, il n'y a aucun problème pour faire un transfert d'un atelier à un domicile, parce que globalement, elle correspond... Classiquement, c'est pas parce qu'elle est faite en paille, en assoute-bois, qu'elle ne serait pas admise dans les permis de construire traditionnels. Donc moi, je crois que quand on choisit cette option de qualité de vie aujourd'hui, il y a aussi la commune à choisir, entre guillemets, par ses propres moyens de se renseigner, parce que effectivement, tous les modes que vous présentez, et j'ai un petit témoignage sur les toilettes sèches, j'ai, entre guillemets, eu l'occasion de rentrer dans les toilettes publiques sur une route nationale. À mon grand étonnement, effectivement, tout ce que vous décrivez, j'étais très surprise de me dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur, je suis dans un endroit qui est fréquenté tous les jours. Donc, effectivement, toutes vos méthodes, je trouve que c'est des très bonnes idées. Et en France, je pense qu'on a peut-être un réseau par lequel on peut se renseigner, mais c'est pas comme ça que l'on peut dire j'ai trouvé un terrain, je vais faire ma demande de permis, je peux construire. Il y a, à mon avis, toute une optique autour qui fait que ça ne peut pas se faire dans un immédiat proche, même si on en a la volonté. Alors, détrompez-vous, parce que ça commence à se faire. Et je rappelle quand même que celui qui délivre le permis de construire, c'est le maire.
Et si vous tombez sur un maire ouvert sur les problèmes écologiques, eh bien, il sera globalement d'accord. Et il y a beaucoup de mairies qui passent maintenant au lagunage et au bassin filtré planté. Parce que c'est beaucoup plus économique au niveau de la gestion, beaucoup plus écologique. Près de Montpellier, c'est Aise ou Metz, je confonds toujours. Metz, allez voir, c'est pas très loin, c'est remarquable. Mais c'est vrai que moins vous polluez d'eau, plus le lagunage est possible, puisque le lagunage, c'est un problème d'espace. Donc, il y a des cycle vertueux qui consiste à moins polluer d'eau pour avoir moins de lagunage, pour aller chez le bon maire qui avait voté les bons permis, qui a les bonnes maisons, les bons jardins et voilà, on y arrivera. Et je dirais aussi que c'est aux citoyens de faire évoluer les lois. Il faut arrêter d'être soumis aux lois qui ont peut-être eu une raison d'être à un moment donné, mais qui ne l'ont plus maintenant. Donc il faut arrêter d'être des citoyens soumis. D'accord ? Voilà. Moi, j'aimerais juste poser une question au niveau des seuils de potabilité qu'on a peut-être un petit peu évoqué en parlant du Gange tout à l'heure. Enfin, pas potabilité, mais eau pure ou non pure. On a dit tout à l'heure, le Gange, c'était vraiment dégueulasse, j'ai entendu... Pourtant, il y a des millions de gens qui se baignent dedans et qui n'attrapent rien. Donc, je me demande aussi si quelquefois les normes ne sont pas un peu excessives. Moi, j'habite une maison autonome solaire. J'ai fait un petit exposé hier là-dessus. Je vis sur un puits. Je le fais analyser de temps en temps. On m'a dit, il y a quelques années, non, c'est plus potable. Pourquoi ? Il y a quelques bactéries... J'ai continué à boire mon eau, toute ma famille a continué, il n'y a aucun problème. Les normes sont quelquefois un peu trop draconiennes par rapport à la vraie potabilité, par rapport à un organisme qui sait aussi se défendre. Alors, on va peut-être... qui veut répondre ? Monsieur Je voudrais simplement dire que au niveau du chlore, on a expérimenté, on a prouvé que le chlore abaisse l'immunité personnelle. Donc, il n'y a pas que les streptocoques fécaux qui sont dangereux, mais le chlore est extrêmement dangereux pour l'organisme. Oui, c'est qu'en fait, le remède devient presque plus nocif que le mal. Donc après, vous choisissez, quoi. Voilà. Enfin, si vous avez la possibilité. Monsieur l'évêque, qui avait été très sagement calme dans votre... petit bout de table là-bas depuis votre première prise de parole. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous emmener un petit peu au bord des lacs ? Parce que vous avez gentiment préparé une présentation où on peut voir ce qui est bien et ce qui est moins bien, ou ce qui est faisable et ce qui est regrettable. Et vous allez un peu nous aider à comprendre comment on peut protéger des lacs ou même des zones côtières. Comment est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact ? Écoutez, on va changer d'échelle après avoir vu la maison, après avoir vu la cité, je vais dire, les stations d'épuration. On va essayer de voir maintenant comment ça se passe ou qu'est-ce qu'on peut faire à des niveaux, à des échelles plus larges, et en particulier à l'échelle de lac. Et je vais d'abord parler très brièvement, parce que je ne suis pas sûr que tous connaissent ce que c'est que l'eutrophisation ou les marées vertes et quelles en sont les causes, mais également prendre trois cas. Et trois cas différents pour essayer d'illustrer ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. Donc, moi, j'avais intitulé « Marée verte et eutrophisation des lacs ». Donc, Non, rien. Tu repars au début. Je repars. Ah oui, mais attends. Voilà. Ah, mais il est derrière la caméra. Voilà. Alors, l'eutrophisation, c'est l'obésité des lacs, pour aller très vite, l'obésité des eaux. C'est-à-dire que les eaux sont trop nourries, elles reçoivent trop d'éléments nutritifs, elles produisent, les éléments nutritifs, c'est des phosphates et des nitrates. C'est ce qui fait la végétation. Avec la lumière, ce sont les moteurs de la production primaire. Donc, on reçoit trop de phosphate et de nitrate, on va voir d'où ça vient, et on produit trop de matière organique, c'est le cas des eaux eutrophisées. Cette matière organique se décompose dans le lac, dans le système lacustre, elle a besoin d'oxygène, il y a peu d'oxygène dans les eaux, elle va consommer tout l'oxygène des eaux, et les eaux deviennent ce qu'on appelle anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène. Évidemment, ce n'est pas très bon pour la faune aquatique, et les poissons n'aiment pas ça en général. Alors, très brièvement, pour illustrer, le cycle de la vie, c'est des algues, des consommateurs primaires et secondaires, et des prédateurs. Tout ça, ça donne des détritus quand les individus meurent, et tout ça, ça donne des sels minéraux, et ça repart avec le cycle de la lumière, des plantes, etc. Mais d'où viennent ces éléments nutritifs ? Naturellement, ça vient d'érosion des roches, d'apport atmosphérique, de recyclage interne dû à la décomposition.
Mais depuis, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, j'insiste là-dessus, ça vient du lessivage des sols agricoles, les engrais qui sont épandus sur les sols. Et ça, c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus compliqué que des rejets urbains. Les rejets urbains, on collecte dans des tuyaux ou on peut collecter dans des tuyaux. Les rejets agricoles, c'est pas simple. Les produits ménagers, les savons, les lessives, et j'en passe, qui sont également des pourvoyeurs de phosphate en particulier. Et puis les produits industriels, je dirais que à la limite, c'est le plus simple parce que les produits industriels, il peut y avoir des stations d'épuration derrière et ça se règle facilement. Quelles sont les conséquences? Eh bien, on a des proliférations algales, on va le voir à l'instant. Ça réduit la transparence des eaux, ça réduit la teneur en oxygène, mort des poissons, on l'a dit. Voilà un exemple, ce qu'on appelle le sang des Bourguignons, c'est une allusion à des batailles qui se seraient passées près des lacs alpins à une certaine époque, et on pense que c'est un peu la résurgence du sang des Bourguignons qui apparaît à certaines périodes de l'année, alors que ce sont en fait des efflorescences algales, des algues qui prolifèrent, et ce sont des algues du type cyanobactéries. Ce sont les mêmes algues ou des algues similaires que sont les spirulines. Mais il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont toxiques. La vie, c'est toujours, je dirais, il y en a des bons et des mauvais. Et quand c'est vert, c'est bon, et quand c'est rouge, c'est pas bon, c'est ça? Non, mais il y en a aussi des vertes qui ne sont pas bonnes. Ce sont des algues qui émettent en plus des toxines. Il y a des toxines hépatiques ou neurotoxiques de ces algues. Et on a constaté, en tout cas au cours de ces dernières années, des mortalités prouvées de chiens qui avaient bu de l'eau des lacs, dans certains lacs alpins, dues à ces toxines. Mais c'est aussi maintenant un problème de santé publique. Et les traiteurs d'eau font très attention à ces questions d'eutrophisation parce que ça donne également un goût à l'eau. Et pour traiter ces eaux, c'est très compliqué. Donc ça coûte cher. Et donc c'est un problème qui dans nos régions, est important depuis plusieurs dizaines d'années. On s'y intéresse. Dans les régions des pays en voie de développement en particulier, dans toutes les régions du monde, ça devient un vrai problème mondial. Et maintenant, pratiquement toutes les eaux de surface et une partie des eaux souterraines sont touchées par ce phénomène d'eutrophisation. On va en voir quelques exemples. Pour les milieux côtiers, on est bien sûr face à des conflits d'intérêts avec l'agriculture, parce que je vais prendre l'exemple des côtes bretonnes où on a des marées vertes. On sait bien quelle est l'origine de ces marées vertes, ce sont les produits agricoles. On sait bien également qu'on ne fait pas énormément de choses pour régler cette question parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Je laisse chacun la liberté de penser ce qu'on pourrait faire au niveau d'une réglementation plus importante. Il y a des conséquences évidemment sur la production des fruits de mer, des conséquences sur le tourisme et des conséquences sanitaires. Voilà un exemple de delta du Mississippi, Mississippi draine des terres agricoles importantes et tout ce qui est en vert sur cette diapositive, j'espère que vous voyez les nuances, c'est de l'eutrophisation, c'est-à-dire des efflorescences algales qui sont dues aux apports de phosphate, en particulier de nitrate, des périmètres agricoles. Voici des marées vertes en Bretagne. Voici des marées vertes en Bretagne, des delpos d'algues sur les rochers. C'est un phénomène qui est maintenant assez fréquent dans certaines régions de Bretagne. Une vue aérienne qui vous montre des plages qui sont effectivement complètement... je n'allais pas dire polluées, mais enfin qui sont encombrées d'algues qui proviennent de l'eutrophisation résultant du lessivage, je répète, pour l'essentiel de produits, enfin de résidus agricoles. Quel remède? Alors là, je vais vous présenter 3 cas et on peut discuter ou réfléchir à ces cas. Oh là, il y a eu... En arrière peut-être. Oh. Qui a marché sur le fil? Il est encore là, le monsieur? Là, ça a l'air un peu plus grave que tout à l'heure. Vous êtes toujours là, monsieur? C'est reparti. Ah voilà. C'est reparti. Alors, quelques minutes, quelques secondes d'interruption, je pense. Bon. Vous pouvez continuer sans l'ordinateur? C'est un peu... C'est un peu technique, c'est mieux avec les yeux quand même. Parce que les oreilles, ça suffit pas sur certains trucs. On peut revenir sur 2 questions. Bon, le monsieur, toujours là. Non, ça y est. C'est bon, ça y est. Ouf. Le sprint final. Le système à récupérer, ne pas envoyer. Ok. Alors, vous voulez continuer sur les remèdes sans...
l'intelligence ne se mesure pas aux connaissances. Voilà. Alors, le cas du lac d'Annecy. Le lac d'Annecy, c'est, je dirais, historiquement en France, l'un des premiers exemples où l'on a essayé de traiter cette question d'eutrophisation. Ça a commencé au niveau de la Seconde Guerre mondiale et on a commencé à prendre des mesures dans les années 50. On a mis à peu près 30 à 40 ans pour essayer de régler le problème. La solution, là, était relativement simple. Mécanique, technique, c'est la collecte des eaux usées. On a entouré le lac d'Annecy d'un collecteur, 540 km de collecteurs en tout maintenant, pour essayer de collecter les eaux usées des villes, des villages, des industries et en partie des réseaux agricoles. Donc on a mécaniquement essayé de traiter la question et c'est un succès, il faut le dire clairement, c'est un succès. Le lac d'Annecy a retrouvé la transparence de ses eaux vantées par les poètes et qui fait l'attrait touristique du lac d'Annecy. Et combien de temps vous avez dit pour faire ça ? 30 à 40 ans. Et une idée du budget ? Oh, j'en sais rien, ça. Énorme, non ? Énorme, oui. Le lac Léman, c'est un peu la même question. Je veux dire, le lac Léman, c'est beaucoup plus grand aussi. Le lac d'Annecy est relativement petit. Le lac Léman, il était difficile de faire la même chose. Et puis en plus, le lac Léman est un lac partagé qui s'appelle le lac de Genève de l'autre côté. On a eu une... Alors on va nettoyer qu'un côté, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui, vous allez voir. Donc on a utilisé d'autres méthodes. On a utilisé... on avait aussi progressé finalement dans la réflexion sur ces questions. Donc on a d'abord une première question, c'est effectivement mieux utiliser les engrais agricoles. Et je crois que ça, c'était un des grands problème, une des grandes questions qui a quand même été, sur laquelle on a fait des avancées au cours des dernières décennies. On utilise moins d'engrais, on les utilise mieux, et je crois que ça c'est déjà bien. Et puis il y a la question des lessives, parce que autour du lac d'Annecy, il y a quand même pas mal de population. Donc là, ça a été un véritable débat chez les scientifiques et chez les producteurs de lessives. Dans les années 70, 80 en particulier, il y a eu des débats chauds et parfois violents sur l'opportunité de supprimer ou de remplacer les phosphates dans les lessives. Les Suisses, eux, ont adopté la solution de supprimer les phosphates dans les lessives. Vous voyez que résoudre le problème à la base, c'est pas complètement idiot non plus. On a mis d'autres produits, qui sont en principe moins toxiques, nocifs. La France n'a pas choisi au départ cette solution parce qu'il y avait des lobbies très importants de producteurs de phosphates. On a quand même pris des solutions du type réduire quand même les phosphates dans les lessives, utiliser des formulations plus économes en phosphate, et puis maintenant on commence à trouver des lessives sans phosphate quand même beaucoup plus couramment sur le marché, encore relativement cher, je l'avoue. Et puis, il y a eu également des améliorations du traitement des eaux usées dans les stations d'épuration, des phosphatations. Ça aussi, ça a été un progrès. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Là, je vous présente un peu la courbe de la concentration en phosphate dans le Léman. La courbe de concentration en phosphate qui, je dirais, culmine dans les années 75-80, vous voyez. En mi-70, on a commencé à mettre en place la déphosphatation dans les stations d'épuration. Et puis, vers les années 85-90, on a interdit les phosphates dans les lessives en Suisse et on a pris des mesures en France au niveau des lessives. Et vous voyez que ça porte ses fruits quand même. La courbe, la tendance est très claire. On n'en est pas encore au stade où on pense qu'il n'y aurait pas vraiment de problème d'eutrophisation, mais enfin, on a, pense-t-on, quand même jugulé le problème sur le lac Léman en utilisant des méthodes un peu différentes. Et je pense que ces méthodes, c'est plus, je dirais, de la prévention que du curatif. Dans le cas du lac d'Annecy, on en était presque au curatif, on collecte et puis on traite ailleurs. Là, on a fait des efforts sur les intrants, c'est-à-dire sur les intrants agricoles, les lessivages agricoles et sur les lessives. Donc, on peut faire des choses, soyons optimistes. On peut récupérer. Alors maintenant, je vais vous prendre le cas d'un autre lac qui est encore plus grand par la taille, et situé dans des zones un peu différentes, qui est le lac Victoria. C'est le deuxième lac au monde par la surface. C'est aussi un lac qui est à l'heure actuelle assez profondément, où il y a beaucoup de population. Alors, certains d'entre vous ont entendu parler de ce film Le cauchemar de Darwin. Voilà le cauchemar en réalité. C'est ce qu'on appelle en bon français le capitaine, et non pas une mauvaise traduction de l'anglais Perche du Nil. C'est une espèce de poisson prédateur qui a été introduite dans ce lac et dont on a fait le grand accusé de tous les maux du lac Victoria.
En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Et je pense que le fond de la question, c'est que ce lac est également, comme tous les autres lacs du monde à l'heure actuelle, en voie d'eutrophisation. On a constaté que les teneurs en phosphore et en azote avaient augmenté de 2 à 3 fois depuis les années 50, que la composition des peuplements avait également changé, et ce depuis les années 20, parce que je vais vous expliquer pourquoi rapidement tout à l'heure, et que la turbidité qui était de 5 mètres, la transparence qui était de 5 mètres est passée à moins d'1 mètre récemment. Et qu'on trouve du shampoing, machin chose, partout. Et qu'on trouve du shampoing DOP partout, pardon, je n'ai rien dit. Simplement pour vous montrer, depuis les années 60 aux années actuelles, les taches rouges, c'est d'une densité de population plus de 100 habitants à l'hectare, au kilomètre carré, pardon, pas à l'hectare quand même. Et vous voyez que c'est en augmentation constante parce qu'il y a une pression démographique de plus en plus importante, parce que les gens cherchent aussi du travail et de la nourriture, et que la région du lac Victoria est une grande région agricole et de production de poissons. Donc on vient autour du lac Victoria, et évidemment il y a tout un tas de déchets domestiques, il y a tout un tas de déchets industriels et agricoles qui arrivent à l'heure actuelle au lac Victoria. Alors j'ai résumé l'état du lac Victoria avec quelques graphiques ou scénarios qu'a fait un de mes collègues ichtyologues également. Voilà le lac supposé initial, l'état idyllique, le jardin de l'Éden tel que nous le rêvons tous, le paradis terrestre avec très peu de gens autour. Tel qu'il était, hein. Et puis, dans les années 1900-1920, il y a eu un déboisement des cultures de thé, des cultures de rente, c'est-à-dire des cultures d'exportation pour les colonies britanniques. C'était la coutume à l'époque, j'allais dire. Et puis la pêche, parce qu'il y avait quand même pas mal d'ouvriers agricoles, il fallait nourrir les gens, et la pêche a commencé à, commencer à épuiser le lac, parce que c'est un peu l'histoire de toutes les pêches sur tous les lacs tropicaux du monde. C'est une suite d'épuisement des ressources. Et puis les années 50, avec l'apparition des insecticides, des engrais, parce que quand même là, on utilise des engrais, parfois des engrais organiques, mais quand même aussi des engrais minéraux. Et donc, on a commencé à utiliser tout ça. On a introduit de nouvelles espèces, on pourrait discuter longtemps, mais on en a discuté ce matin, pour améliorer la pêche. Et ça a été une réussite en termes de production de la pêche. Et puis récemment, il y a eu ce nouvel avatar du lac Victoria, des insecticides, des engrais, et puis des jacintes d'eau que certains pensent être la solution pour l'épuration, et qui est en fait une peste on ne peut plus grande pour tous les milieux aquatiques tropicaux. Ah oui, c'est très joli. Vous les trouvez partout dans les bonnes jardineries, en vente libre, mais c'est vraiment une réelle peste dans les milieux tropicaux. Ça fait des couvertures extrêmement importantes de matière organique à la surface des eaux. Il n'y a plus rien en dessous. C'est mort en dessous parce qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Et voilà la situation à l'heure actuelle du lac Victoria. Alors que peut-on faire pour le lac Victoria ? Je demande à tous ceux qui ont de l'imagination de bien vouloir me le dire, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas faire des collecteurs comme pour le lac d'Annecy. Ça coûterait beaucoup trop cher, et c'est un lac beaucoup trop grand. Il est clair qu'on ne peut pas. Il est clair qu'on peut, par contre, je dirais, essayer d'appliquer un certain nombre de méthodes qui ont été éprouvées sur le lac Léman, c'est-à-dire réduire les pollutions diffuses ou les pollutions directes, mais il y a peu de stations d'épuration, il y en a très peu qui marchent en tout cas. Les industries ne sont pas équipées de stations d'épuration, les villes non plus. Donc tout ça, une fois de plus, ça coûte cher dans un contexte économique qui est critique. Donc l'avenir du lac Victoria, tout à l'heure j'étais optimiste, là je suis relativement pessimiste. Je pense que l'avenir du lac Victoria, c'est de se polluer de plus en plus. Non, on va l'envoyer M. Baronnet. Et puis je voudrais simplement dire... Je pense vraiment qu'il y a la solution du lagunage et des bassins filtrés plantés autonomes ou par petits groupes de quartiers. Moi je pense que c'est tout à fait raisonnable de penser ça. Bon, M. Baronnet, vous recevez combien de visiteurs par an ? On reçoit 5000 chaque éco-festival, et on en a reçu 2000, ça fait 7000 par an en gros. Bon, il va falloir faire un petit peu mieux. Il y a combien d'habitants au bord du lac ? Non, mais je peux me déplacer. Il y a plusieurs millions d'habitants et un habitat. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il a résolu à lui tout seul quand même ? C'est quand même... peut-être pas vous tout seul, mais quand même, si on avait tous commencé comme vous, on aurait beaucoup de problèmes en moins quand même. Donc je termine simplement. Moi, je pense que s'il y a une solution, en tout cas, c'est au niveau du préventif et non pas du curatif. Et je crois que c'est vraiment la philosophie qu'on peut avoir dans toutes ces questions de pollution des eaux. Je crois que
Ah, excusez-moi, j'essaie de parler de... Est-ce qu'on a évalué les différentes sources de pollution. De pollution, je veux dire, non, de sources de phosphate. Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage qui est dû aux cultures? Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage qui est dû aux populations? Parce que je pense que déjà, pour pouvoir faire une action efficace, il faudrait déjà faire une action efficace sur la source majeure. Si on fait une action sur 5%, bon, oui, ça aura un effet, mais elle sera minime. On va voir s'il y a des idées dans la salle, alors, ou des questions, ou des suppositions, ou des coups de gueule, des coups de colère. Enfin, allez-y, on y va. Hop, voilà. Levez plusieurs fois la main, comme ça, les hôtesses peuvent anticiper. 1, 2, 3, voilà. Alors, madame. Ah, le petit cahier, ça va être bon. Alors, j'ai plusieurs remarques à faire. D'abord, je m'adresserai au représentant de la Commission mondiale de l'eau, qui ne m'écoute pas, mais ça ne fait rien, pour lui dire que beaucoup de gens travaillent à la directive cadre de l'eau au sein du district international hydrographique de l'ESCO, dont je fais partie, et pour que se mettent en place au niveau européen des SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et des SAGE, c'est-à-dire schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur les bassins versants et les sous-bassins. Ce sont des outils qui ont été inspirés par la politique française de l'eau, par les agences de bassin. En tant qu'ONG, nous avons le droit à la parole. Et pour nous, les deux immenses problèmes du début du XXIe siècle, ce sont d'une part l'agriculture intensive, qu'il faut rayer absolument de notre vie, il faut lutter, et tant qu'on aura un président de la République qui soutiendra la FNSEA, ça ne pourra pas aller. Donc il faut travailler et soutenir les gens qui mettent en place le plan Bio 2007, et cet homme va venir demain, je pense, il s'appelle Philippe Desbrosses. Il faut manger bio. Bon, et chacun dans sa vie, réformer sa vie. Bon, parce que cette agriculture intensive et les élevages industriels sont quand même la cause majeure de la pollution des eaux. Le deuxième combat, c'est une urbanisation complètement démente. Moi, j'habite le Nord-Pas-de-Calais et j'ai vu un exposé de la SAFER avec des vues aériennes, et Dieu sait si elles peuvent être belles, les vues aériennes, mais là c'était effrayant parce que c'était des vues aériennes prises tous les 5 ans, depuis 1950 jusqu'en 2005. Eh bien, il n'y avait pratiquement plus de terres agricoles sur l'espace très grand autour de l'île d'ailleurs. Enfin, il en reste, mais elle diminue à la vitesse grand V, et cet homme a dit ceci: si nous continuons, dans 25 ans, il n'y a plus de terre agricole. Et il n'y a pas de projet agricole en politique. Or, c'est notre indépendance, c'est notre bouffe, c'est notre santé. Et on ne parle absolument pas d'agriculture dans les conseils de développement, dans les plans locaux d'urbanisme. Et c'est dramatique. Alors l'urbanisation, par contre, elle avance un grand pas, et l'imperméabilisation des sols, dont on n'a pas parlé, est assez effrayante. Alors l'écologie urbaine a des grands progrès à faire, et actuellement, je ne m'étendrai pas, mais il y a des plans... Un petit peu là quand même. Des plans qui développent l'habitat soi-disant pour les pauvres gens, pour les RMistes qu'on voudrait rendre propriétaires, et en réalité cela cache des grands soutiens aux promoteurs et aux bouffeurs d'espace. Or l'espace n'est pas extensible et la nature n'est pas un décor, c'est pas ici que je vais vous l'apprendre, puisqu'elle nous donne l'air, l'eau et la bouffe. Et donc, en conclusion... Bon. Donc c'est les deux grands combats. En conclusion, une question à M. Baconnet. Votre soubassement, il est en parpaing de terre cuite? Oui, c'est en briques, oui. Non, c'est pas des briques, c'est des parpaings à trous qu'on fait en Alsace, la maison Sturm. Ah non, c'est des briques BTV, c'est des briques. Ah bon? C'est pas des parpaings. Et ce qui est important pour vous répondre au niveau d'énergie, à part justement ces briques-là,
il n'y a que l'énergie solaire qui a été fournie pour fabriquer cette maison. Pour faire du ciment, il faut monter à 2000 degrés, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Non. Et un parpaing, ça consomme énormément d'énergie. Or, ce n'est pas le cas. Et vous n'avez pas trop de souris? Non, on a des chats. Bon, ils adorent. Et à monsieur... Je rappelle juste pour ceux que ça pourrait être pour le intéressé. Monsieur Baronnet sera demain à 10h au matinal pour les petites consultations personnelles et autres. Voilà. Donc, et il sera, je pense, tout à l'heure au bar avec un peu de chance aussi. Voilà. Avec une bonne bouteille. J'ai l'impression qu'on vous a... Allez, cette bonne guerre, il y a plein d'autres questions. Vous le choperez au bar, je suis sûre. Monsieur derrière vous, merci madame. Ça marche? Non. Allô. On a changé, vous pouvez remettre le son. Bon, voilà, c'est un message pour monsieur Baronnet. Voilà. Ça fait 10 ans qu'avec ma femme, on réfléchit à un habitat partagé où il y aurait... évidemment, tout l'aspect écologique, la gestion des énergies douces et tout ça. Alors, je vois que vous avez un vécu intéressant concernant la maison individuelle. Mais pourquoi, plutôt que de construire d'autres bébés de maisons individuelles, ne pourrait-on pas imaginer... Mais c'est pas facile, hein. Ça fait... Un projet collectif. Parlez doucement parce que j'ai des phénomènes d'écho, mais je crois que j'ai compris l'essentiel. Continuez. Vous en étiez, ne pourrait-on pas imaginer... Oui, ne peut-on pas imaginer un habitat collectif du même genre que l'habitat individuel que vous avez. Le HLM Baronnet, c'est joué. Non, pas de HLM. Non. Un habitat où il y a des espaces communs et des espaces privés, mais construits à plusieurs. Ça présente énormément d'intérêt, évidemment. Je pense que monsieur a une idée, un projet. Économique, mais ça fait 10 ans que j'ai ce projet, j'arrive pas à le mener à terme. Au bar, comme les autres. Et si une commission pouvait si un groupe de travail, en fait, l'idée de mon intervention, c'est de trouver parmi les gens qui sont sensibilisés à tous ces problèmes. Moi, j'annonce officiellement que je change de métier. Je deviens à partir de maintenant impresario personnel exclusif de monsieur Baronnet. Non, je voudrais quand même juste... compris, c'est important. Je voudrais vous répondre que je suis entièrement d'accord avec vous. Ça m'aurait étonné. Pour la bonne raison qu'il y a 30 ans, nous, on était seuls. Aujourd'hui, on aurait fait autrement. Mais je suis d'accord pour un habitat intelligemment organisé d'une manière solidaire et collective. Yes, il a toujours la solution, vous avez remarqué quand même. Madame en bleu. Ah, oui. Alors, si la dame en bleu pouvait regarder l'autre dame en bleu. Ah non, voilà. Bonjour monsieur, en vert. Bonjour. Question d'un végétarien marseillais à un végétarien breton. À propos de l'eau potable qu'il utilise, l'eau de pluie, si j'ai bien compris, vous buvez l'eau de pluie. Non, l'eau de pluie, oui. Vous la buvez? Oui, je bois l'eau de pluie, mais pas n'importe comment, je tiens à le préciser. Voilà, alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. À Brest, bien sûr, record de France du nombre de jours de pluie par an, plus de 200 par an. À Marseille, il y en a moins de 80 par an. Est-ce que votre eau que vous stockez quand même, parce que vous êtes peut-être un peu plus loin que Brest, ne devient pas de l'eau morte au point de vue vibratoire? Vous savez que les sources de montagne, c'est des sources animées qui bougent. Il y a des spirales, tout ça, ça monte à plus de 10 000 unités bovies en radiesthésie. Je connais. Alors, dites-moi votre secret, puisque là... Alors, si vous voulez, mon secret, c'est d'avoir voulu ne plus consommer d'eau sur les rayons des supermarchés. Et donc, j'ai trouvé la personne en Europe qui est la plus compétente, qui s'appelle monsieur Joseph Orzag, qui est un très grand ami, et qui a mis au point, qui a proposé à l'Europe entière une gestion alternative de l'eau. Aussi bien de l'eau de consommation pour boire que l'eau d'épuration. Et donc, il a mis au point un système de récupération des eaux pluviales par des cuves en ciment enterré, qui sont donc à la fois à l'abri de la lumière, à l'abri du gel, à l'abri de la prolifération bactériologique, parce qu'en dessous de 15 degrés, il y a très peu de prolifération. Et ensuite, il y a une rectification du pH, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et il y a un échange permanent au niveau bioélectronique entre la molécule d'eau et les surfaces de la citerne. Pour preuve, depuis 2000 ans, on a encore des Romains, on a des conduites d'eau où le support c'est de la chaux avec de la brique pilée, et donc au lieu qu'elle se croupisse, au contraire, au niveau bioélectronique, elle est extrêmement vitale et très énergétisante. Voilà.
bovis en radiesthésie, vous l'avez fait mesurer? Alors là, j'attends des radiesthésistes qui le fassent, mais globalement, beaucoup de gens sont venus à la maison, ils l'ont trouvée excellente. C'est bien. Et le poisson rouge, non? Si un jour je vais chez Poisson vous, rouge, non. je monterai avec des pendules. Alors, ça n'empêche pas, comme me l'a dit mon voisin, que Hervé par Macri. précaution, Hervé, on a un filtre cellulose à 10 microns, ça nous suffit. Mais on est passé cet été à TF1 au JT de 20h, je buvais l'eau qui était à la sortie de notre épuration. Bon, Monsieur l'évêque va nous quitter. Il n'y avait pas juste une question toute particulière pour lui? Si? Non? Pas? Oui. Vite, vite, parce qu'il y a un train au bout. Donc, il faut que la question soit rapide, la réponse merveilleusement, extraordinairement rapide, et tout le monde sera content. Oui. Une suggestion pour le lac Victoria, tout en haut, en fait, de la caméra. D'accord. Voilà. Vous aussi, c'est pour Monsieur l'évêque? Non. Allez-y, monsieur. Oui, alors ma suggestion c'était est-ce qu'on ne peut pas couper les jacinthes d'eau, en faire du compost et s'en servir comme engrais naturel? Écoutez, je pense que sur les jacinthes d'eau, à peu près tout a été essayé. On a essayé de la faire consommer par le bétail aussi. On a essayé de l'utiliser sous forme de compost, effectivement. Pour l'instant, ce ne sont pas des solutions techniques qui ont connu un grand succès populaire, j'allais dire. Et en plus, la production de jacinthes d'eau est extrêmement importante. Ce sont des plantes qui sont presque capables de doubler leur surface en quelques jours. Et elle sert à rien du tout? Ah, elle ne sert à rien du tout. Ça fait de la biomasse, mais encore faut-il qu'il derrière y ait les compétences. Et je veux dire, il y a là aussi un problème de compétences techniques. Derrière, il faut pouvoir utiliser cette biomasse pour en faire quelque chose. Et que ce soit sur le lac Victoria ou dans d'autres régions du monde, à vrai dire, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de propositions de ce type, d'utiliser la biomasse, mais il n'y a pas eu vraiment de réalisation concrète. Peut-être que c'est une voie, mais encore faut-il que ce soit réalisé concrètement. Bon, mon petit doigt vient de me dire qu'on avait encore 5 minutes. Donc, oui. Juste, je voudrais finir, s'il vous plaît. Sur les toilettes sèches, j'ai découvert au Salon Bâtir écologique à Paris en fin d'année dernière, il y a une association qui s'appelle Toilettes du Monde qui développe ce procédé et à travers le monde entier. Donc ils font des actions dans tous les pays. Et s'il y a des urbanistes dans la salle, je me tourne vers eux. Il faudrait qu'on réfléchisse au quartier durable où on crée des bâtiments qui utilisaient ce système, qu'il y ait des grands jardins où on peut utiliser le compost, etc., etc. Enfin, il y a plein d'idées à avoir sur l'évolution des villes. Les villes et la campagne, c'est un vieux truc. Oui, alors je voudrais simplement dire que Joseph Orzac, dont j'ai parlé à l'instant, a expérimenté dans un quartier d'une ville de Belgique à Mons une organisation municipale, une collecte par substitution. C'est-à-dire que tous les 2 jours, au lieu de ramasser les poubelles classiques, ils ramassaient les matières fécales des personnes. On livrait des papiers, enfin des sacs en papier extrêmement solides qu'on mettait au fond de la cuvette. Ils récupéraient ça, ils mettaient ça dans la benne. Ensuite, donc ça fait l'apport nitrate. Du plastique? Des sacs plastiques? Non, j'ai dit des sacs papier. Ah, des sacs papier. Je sais pas, j'ai cru dire papier, mais okay. D'accord. Bon. Attention, il a plein de copains ensuite, dans la salle. en récupérant tous les broyats des parcs, des bords de route, etc., on mélange la matière carbonée à la matière azotée et on fait un superbe compost. Et la municipalité n'a plus à polluer en achetant des engrais azotés chimiques. Bien entendu, mais tout ça c'est une cohérence interne à la municipalité, c'est évident. Monsieur Baronnet, à propos de papier dans le compost, vous faites comment avec le papier Alors, figurez-vous que nos fesses d'occidentaux ont besoin de couleur. De couleur. Donc, on met du rose, et le rose est chimiquement très gênant pour nos bactéries. Donc, si vous devez avoir des toilettes à litière, et puis même si vous n'en avez pas, utilisez dans les COP bio ou autres, essayez de trouver du papier sans colorant, s'il vous plaît. Nos fesses n'ont pas besoin de colorant. Ensuite, c'est pas la peine non plus d'avoir des parfums, parce que c'est pas la peine. Voilà l'absurdité du monde occidental qui va chercher des fantaisies là où c'est parfaitement inutile. Ah oui, donc il ne faut pas que ça soit rose, vous me rassurez. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est blanc et cru ou Kraft. D'accord. Voilà. Alors, allez, madame, et après madame bleu. Madame, vous avez déjà le micro? Alors, madame en bleu, excusez-moi. Oui.
Merci de me redonner la parole. Je crois que c'est une question pour Monsieur l'évêque, je ne suis pas sûre, peut-être Monsieur Macari. Tout à l'heure a été évoqué brièvement le chlore, mais moi j'ai entendu dire, on voit certains enfants avec des problèmes de peau, puisqu'ils prennent des douches ou des bains. Je voulais savoir si c'est le cas qu'on puisse l'évoquer ici, si effectivement entre notre système de traitement des eaux et le fait que l'on se lave tous les jours, puisque chacun en France aujourd'hui, ou presque, a l'opportunité et la chance de prendre une douche ou un bain tous les jours. Est-ce qu'effectivement, entre le système de l'eau et notre lavage, on crée des interférences Merci. Donc, est-ce que la douche ou le bain sont devenus mauvais pour la santé, en fait? C'est un peu ça, le truc. Je ne peux pas répondre exactement à cette question. Par contre, le chlore, pourquoi le chlore? Il faut mettre un petit peu de chlore parce qu'entre l'usine de potabilisation et la maison et le robinet, il y a des risques de contamination. Et donc, il faut qu'on ait un agent qui puisse tuer tout micro-organisme qui pourrait se trouver dans le réseau. Alors maintenant, dans une ville comme Marseille, contamination bactérienne. Mais qu'est-ce qu'on aurait comme maladie au bout du compte? Vous avez toutes les maladies bactériennes qui peuvent être transmises par l'eau. Oui, ça peut être quoi? Le choléra, par exemple. Non, mais il n'y a pas entre en exagérant, bien entendu. Et le chlore et la stérilité des hommes, il n'y a pas une station intermédiaire. Disons que le chlore, normalement, dans un réseau de distribution, il est là pour éviter toute contamination qui pourrait avoir lieu dans le réseau, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a des fuites, que tout n'est pas parfait. Alors maintenant, dans une ville comme Marseille, on fait de l'ozonation. Et on ne met vraiment que les quantités de chlore minimales nécessaires vraiment à pouvoir éliminer ces contaminations bactériennes. Maintenant, rappelez-vous, on en a parlé à la télévision, chaque fois que nos gouvernements ont peur d'attentats, on augmente les doses de chlore dans le réseau. Par contre, ça franchement, je ne sais pas si ça peut effectivement avoir un impact. Peut-être que M. l'évêque aura des idées. Si on peut faire des allergies suite à la présence de ce chlore dans l'eau. Ça, franchement, je ne sais pas. C'est pratique pour les terroristes. Ils passent le coup de fil, nous on verse le chlore, 500 coups de fil plus tard, on va mieux. Ils ont réussi. Donc là, c'est tout le problème de la centralisation et de la distribution d'énergie et de la distribution de l'eau. On est donc dans un système pyramidal. Et donc, on va déboucher progressivement, grâce au pétrole, à l'absence de pétrole, à des systèmes décentralisés de production d'eau, d'épuration d'eau, etc. Et chacun se sentira responsable de ses propres pollutions, parce que quand on tire la chasse, on oublie l'employé municipal qui gère nos petits caca et nos petits pipis. Alors que nous, quand on fait une erreur au niveau de l'épuration, on la retrouve dans notre bassin, juste devant chez nous. Donc la décentralisation, c'est aussi une responsabilisation des citoyens. Alors, justement, une petite question, parce qu'on n'en a pas parlé de ça du tout. La pollution organique, chimique des eaux, c'est une chose, on en parle. Mais il y a une autre question qui m'inquiète, dont on ne parle pas. C'est qu'est-ce qu'il en est des rejets des centrales nucléaires? On sait qu'il y en a 58 en France. On sait qu'à l'entrée et à la sortie, ce n'est pas la même température. Alors, quelles sont les modifications justement provoquées par ce réchauffement? Les maires en colère de La Hague, je pense qu'elles ont quelques éléments de réponse. Mais monsieur... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des rejets nucléaires. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des suivis réguliers de ces rejets, que ça réchauffe en général la température des eaux, qu'au niveau des stations d'énergie nucléaire, on a des réchauffements des eaux sur quelques centaines, voire quelques kilomètres de là. On peut craindre dans certaines conditions que ces milieux deviennent également des milieux propices à l'établissement de bactéries ou d'animaux qui soient porteurs de maladies parasitaires si la température augmente légèrement. On sait par exemple que la température des eaux dans le bassin du Rhône a augmenté sur le lac Léman, elle a augmenté de 1 degré en 20 ans. C'est prouvé par les mesures. Au moins 1 degré. Donc je veux dire que quelques degrés de plus, et c'est vrai qu'on peut voir arriver sur l'Europe en général, sur l'Europe du Sud en particulier, des maladies que l'on n'avait pas l'habitude de voir parce que simplement elles auront trouvé leur
d'autres milieux favorables pour se développer. Donc dans les stations nucléaires, en tant que nucléaire lui-même, je renvoie à des spécialistes parce que là je ne suis pas compétent pour répondre, mais en termes d'habitat et d'habitat éventuellement pour des organismes vecteurs de maladies, c'est une question qui peut se poser dans les cadres des changements climatiques. Vous pouvez peut-être essayer de reposer la question à Nardo Vicente de l'Institut Océanographique Paul Ricard, car je crois qu'il a fait une étude d'impact. Je ne suis pas sûre, mais on pourrait lui demander. Voilà, on va l'applaudir, Monsieur Lévesque. Oui. Hein, voilà. Merci. Et moi, je vous enlève pas tous les invités, seulement Monsieur Lévesque qui a un train et qui doit partir. En revanche, s'il y a encore des questions dans la salle, je vous invite à les noter, à me les donner, et puis on essaiera de vous mettre en relation avec Monsieur Lévesque. Voilà. Bravo, Monsieur Lévesque. Allez. Donc voilà, allez, il nous reste quelques minutes pour quelques dernières questions, soit à Monsieur Hervé, soit à Monsieur Baronnet. On y va là-haut. Là-haut, tout là-haut. Oui, bon, dans la région sud, je reste debout. On vous voit tellement pas, vous voulez pas descendre un peu, qu'on vous voit un peu dans les yeux? Je vais descendre un petit peu. C'est pas humain, ça. Ouais. Merci. Donc je vais faire part de mon expérience sur Aubagne. Non, un peu plus. Encore. Venez là, on vous voit vraiment pas. Je vais descendre. C'est bizarre, voilà. C'est gentil, merci. Voilà. Oui, donc je vais faire part de mon expérience sur Aubagne au niveau de la récupération de l'eau. Donc effectivement, j'ai commencé par récupérer l'eau de pluie. Et comme j'ai un grand jardin, je me suis rendu compte que, arrivé le 15 juin, je n'avais pas vraiment beaucoup de possibilités pour arroser. Donc, il y avait des vieux Marseillais qui m'ont fait part de leur expérience. Dans le passé, ils arrosaient effectivement les jardins avec l'eau de la toilette. Et donc, je me lève. Donc, eh bien, j'ai donc collecté toutes les eaux des douches et puis des vasques de salle de bain. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ayant une famille nombreuse, je faisais 500 litres pratiquement par jour. Hein, et j'ai donc arrosé mes arbres, tout ça, tout va très très bien. Par contre, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur les problèmes, notamment par rapport aux problèmes d'odeur, un petit peu, qui effectivement, donc on m'a conseillé d'oxygéner, mais le résultat de mon expérience, c'est qu'effectivement, c'est très profitable au niveau des arbres, il n'y a pas de problème, les arbres sont magnifiques l'été, il n'y a pas de problème, et je pense que c'est au lieu dans la région de systématiquement pousser les récupérations d'eau de pluie qui en fin de compte sont dérisoires, puisqu'on a de l'eau quand on n'en a pas besoin, je crois qu'on aurait un intérêt, parce qu'en réalité, quand on réfléchit au problème de récupération de toutes ces eaux usées, les systèmes techniques qui ont été mis en place, notamment lorsqu'on parle des canalisations, elles ont été mises en place sans prendre en compte le fait de sélectionner les eaux et sans aller aux toilettes sèches. Je pense que dans l'avenir, on pourrait effectivement conserver les toilettes sur les eaux usées, conserver éventuellement les évacuations de lave-vaisselle et de machines à laver. Par contre, tout ce qui est eau de toilette pourrait être collecté à moindre coût. Et dans la région, je pense que ça profiterait aux arbres. Alors, une dernière question. Moi, aujourd'hui, je récupère effectivement de l'ordre de 300 à 500 litres d'eau par jour. Et pourtant, je paye sur cette eau-là, je paye l'assainissement. Ah. Hein, donc, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre opinion sur mon expérience? Alors, Monsieur Macquarry va vous répondre, mais il vient de dire il faut aller voir la mairie. Non, enfin, sur un plan technique, moi, ce que je pense par rapport aux eaux usées, j'ai un exemple très précis à vous donner, mais c'est pas à l'échelle de votre maison. On a parlé de Mexico tout à l'heure, donc c'est à l'échelle d'une ville comme Mexico. À Mexico, à peu près seulement 10% du volume d'eau usée généré sont traités à l'heure actuelle. Ils génèrent 42 mètres cubes d'eau par seconde. Donc 42 000 litres par seconde sortent de la ville de Mexico. La plupart de cette eau-là est envoyée au moyen d'un canal, à peu près à 80 km de Mexico, dans une vallée qu'on appelle El Valle del Mezquital. Et là, depuis, je crois, 1915 ou 16, ces eaux-là sont utilisées pour l'irrigation de 90 000 hectares. Et il y a 55 000 personnes qui vivent de cette agriculture. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on fait une comparaison des rendements à l'hectare entre le Valle del Mezquital, où on utilise des eaux usées, et des gens qui utilisent l'eau du manteau phréatique,
eh bien, on se rend compte qu'ils ont des rendements qui sont 3-5 fois supérieurs. Mais quand de notre côté, on regarde aussi les maladies intestinales dont nous parlait M. Lévesque, on se rend compte que ces gens-là, eh ben, ils ont 3 ou 5 fois plus de vers solitaires que les autres, de diarrhée que les autres. Donc, il faut effectivement manipuler ces eaux-là, savoir qu'elles peuvent être source de maladies et faire extrêmement attention. Donc, par exemple, dans la ville de Mexico, un grand projet était de retirer de l'eau les éléments qui étaient nocifs, donc les germes, les bactéries et les parasites, mais garder les éléments qui permettaient à cette population de pouvoir continuer à assurer son activité agricole. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un exemple concret. Non, parce que je précise, il y a bien séparation des eaux DBC, donc tout ce qui est matière fécale va à l'égout. Et là, on parle bien des. Vous ne parliez que des eaux grises. Je parle que des eaux grises, moi, actuellement. C'est ce que D'accord, donc je vous avais mal compris. Oui, non, je vous avais mal compris. Non. Et je dis que je pense que ça pourrait être une solution, notamment pour réduire les volumes d'eau en traitement, puisque en réalité, les gros volumes d'eau, comme une dame le répétait effectivement, c'est vrai qu'on prend beaucoup plus de douches qu'au siècle dernier. Et c'est vrai que quand vous avez une famille nombreuse avec des enfants, donc il y a énormément de litres d'eau qui vont à la station d'épuration, qui pourraient très bien arroser nos arbres, nos jardins. Oui, mais je crois que vous avez raison. Il est certain qu'on pourrait avoir un réseau différentiel au niveau des maisons, où on collecte d'un côté les eaux noires, donc les eaux des WC, d'un autre côté les eaux grises, et donner une autre utilisation à ces eaux grises. On pourrait par exemple utiliser ces eaux grises plutôt que de l'eau potable pour tirer la chasse. Et je crois, là je m'avance peut-être un peu, mais je crois qu'au Japon, il y a des... on parlait peut-être, c'est une autre façon de concevoir des maisons un peu plus écologiques, mais où de la même façon que maintenant on construit des parkings sous les immeubles, eux ils ont effectivement tout un réseau de traitement de leurs eaux grises pour pouvoir les réutiliser dans l'habitat. In situ, c'est pas bête. Dernière question? Non? Non, ça va être trop long.